Les amis, nous sommes prêts? Pourquoi on va nous parler cette semaine du Pixel 8? Donc on a mis plein de moyens cette semaine pour parler de Google. Hein. Pour me retenir à être gentil avec Google, on a plein d'autres sources de réalisateurs. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. C'est juste pour vous montrer que pour Felmac, on fait quelques efforts hein, pour que ce soit sympathique, convivial. Il y a beaucoup de travail chaque semaine pour préparer cette émission. Pour montrer le petit côté coulisses. On se retrouve juste après, après ce générique, bien sûr. À tout de suite. Le Pixel 8 de Google débarque. Il se présente comme l'un des rivaux les plus sérieux de l'iPhone 15. Test complet et face à face entre les deux prétendants au titre du meilleur smartphone milieu de gamme du marché. Design et finition, fonctions photo et vidéo, puissance et autonomie, rapport qualité-prix. Qui va gagner ce combat des chefs ? Pour un utilisateur Apple, quel est le principal frein à switcher sur un smartphone de Google ? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec... et puis n'hésitez pas, comme chaque semaine, à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker, c'est important pour rendre fou l'algorithme de YouTube. Avec comme chroniqueur en plateau, cette semaine, il nous fallait un power user, un fou de smartphone qui apprécie notamment les pixels, c'est le sujet du jour. Il s'agit de Tanguy Toussaint des numériques. Bonjour Tanguy. Salut Olivier. Ça va bien ? Ça va, à merveille, et toi ? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Les numériques, c'est vraiment aujourd'hui un des sites de référence en matière de test de tout ce qui est hardware et pas seulement la tech aujourd'hui. Hein. C'est vrai, c'est vrai que c'est un site sur lequel il y a de tout, de la domotique, enfin de l'aspirateur connecté, passant par la cafetière, la carte graphique, le smartphone, pour mieux conseiller aux gens dans leurs achats. Voilà, et je vois une gourde Tesla. Tu testes des Tesla en ce moment? Non, c'est pas Alors, non, c'est tout à fait personnel. C'est mon petit joujou, ma voiture. Un de mes coups de cœur. Il a bon goût. À tes côtés, notre chroniqueur préféré quand il est de bonne humeur. Et aujourd'hui, il a l'air un peu chafouin. Laurent Pantanage. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas chafouin. Tu me fatigues. C'est chafouin. On parle du Pixel. Ça va te plaire, le Pixel. Google, c'est tes meilleurs amis. Pas l'intelligence artificielle, ils sont vachement forts. Il y a un spécialiste également de Google et des pixels. Il s'agit bien sûr de Christophe Degrave d'Andersa, notre spécialiste notamment de la pop. On refait la pop. Ah oui, en plus, il s'est fait des effets spéciaux rien que pour lui. Quand est-ce qu'on a droit à un On refait la pop, monsieur Degrave ? Écoute, très bientôt, il faut les tourner déjà. Et puis, de toute façon, rien ne nous empêche de faire un live bientôt. Oui, allez, quand tu veux. Hein, on a hâte. De quoi tu vas nous parler dans le prochain On refait la pop ? Allez, dis-nous. Non, je ne vais pas vous dire. Bon, d'accord. Super, merci pour le teasing. Hein. Allez, un salut particulier aux membres du Club ORLM. Vous le savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est disponible un petit peu avant, 24 heures à l'avance, pour rien vous cacher, en direct. Et vous êtes aussi invité ici au Village Baïséa à Paris pour suivre les coulisses et les enregistrements de cette émission. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Le Pixel 8. C'est le sujet du jour. On nous a préparé un petit sondage. Le Pixel 8 se présente comme un des rivaux les plus sérieux de l'iPhone 15. Utilisateur d'iPhone, quel est votre principal frein à switcher sur un smartphone signé Google? Et vous étiez une large majorité à répondre. Android 31,4% et l'écosystème Apple 51,8%. Donc en clair, d'un côté, vous êtes vraiment ancré dans l'univers Apple et d'un autre côté, l'univers Android vous fait un petit peu peur. Moi, je pensais que c'était plutôt les données personnelles. Vous n'êtes que 13% à être inquiet pour ça. Et enfin, chez les plus jeunes, ceux qui veulent, lorsqu'ils chattent, avoir des petites bulles bleues à la place des petites bulles vertes lorsqu'on envoie des iMessage, eh bien vous n'êtes que 3,7% à être sensible sur ce point. On va longuement en parler ce soir, mais d'abord un petit clin d'œil à notre sponsor. Il s'agit bien sûr d'Eternal, vous savez, cette marque française spécialisée dans les bracelets pour Apple Watch, bien sûr. Il vous propose un bon plan cette semaine avec notamment un bon plan sur leur bracelet best-seller Simple Tour avec un code de 20% en tapant simplement le code ORLM20 en vous rentrant directement sur le site d'Eternal. C'est ça, Laurent, et de BandBand. Le site Eternal et BandBand qui sont en fait, c'est le site, ils ont plusieurs bracelets et donc BandBand, c'est une plateforme où il y a plein de bracelets, pas que les bracelets éternels, mais c'est cool quoi. Franchement, puis on est tous équipés, hein, on les aime. Voilà, sauf toi qui a. C'est quoi ça? C'est qu'est-ce que c'est?
Ah non, mais non, c'est Google encore, mais c'est pas possible. Non, mais on va essayer. Non, mais ça va pas aller. C'est en cuir quand même. Bon, ça très bien. Mais bon, ça vaut pas. Mais c'est très sympa de leur part, 20% de réduction sur un truc qui se vend super bien, donc tant mieux. Profitez-en, et notamment si vous aimez une manufacture française bien connue, il y a de très belles déclinaisons dans toutes les couleurs. Allez, on revient au sujet du jour, à savoir le face-à-face entre le Pixel 8 et l'iPhone 15. Une question X, puisqu'on ne peut plus dire Twitter, de Laurent Stosky. Les appareils Android, pour certains, sont très beaux et de bonne facture, mais je suis prisonnier de l'écosystème Apple et l'iOS et l'OS Android me rebutent. Vous êtes nombreux, effectivement. Tu es d'accord, Laurent? Entièrement. Autre réaction sur X de François SLN. Pour utiliser un Android dans le cadre de mon travail et un iPhone à titre perso, il n'y a pas de comparaison entre la simplicité d'iOS comparée à Android, qui, sur certains modèles, est une usine à gaz. Alors, Tanguy, essaie de. Non, il faut que ça soit équilibré, cette émission. Il faut que ça soit un petit peu équilibré. La première réaction, c'était quoi déjà? Est-ce que tu peux juste. La première réaction, disons, c'était je suis prisonnier de. Alors, voilà. On a prévu un chapitre là-dessus. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai du mal à aller dans l'écosystème Apple, c'est que je sais que si jamais j'ai un iPhone un jour et qu'on m'offre une Apple Watch, je ne pourrai plus en sortir, par exemple, dans la mesure où, eh bien, une fois que tu as ton Apple Watch, c'est fini, puis après tu achètes ton Mac, après tu achètes ton Apple TV. Apple TV, etc. De très bons produits. Attends, ils vont sortir une voiture bientôt, méfie-toi. Ouais, mais c'est ce que j'appelle une prison dorée, parce que ce sont de bons produits, en fait, de façon tout à fait objective. Par contre, effectivement, une fois qu'on y est dedans et qu'on a mis le pied, eh bien, on a un peu plus de mal à pouvoir en sortir. Et concernant la deuxième remarque, ça me fait sourire, c'est comme si je disais, je suis habitué à avoir ma Mercedes classe S, j'ai essayé une voiture japonaise, les petits cubes, là, ou bien une Fiat 500. Et très bien, la Fiat 500. Et donc, je peux pas aller vers les italiennes. Mais frangin, il y a des Maserati à côté, en fait. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, si ton Android que tu as au travail, c'est un Android d'entrée de gamme, tu ne peux pas le comparer à un iPhone. C'est logique. Donc, je peux comprendre l'idée. Par contre, c'est un peu déséquilibré, on va dire. Alors, si tu veux rester dans la métaphore automobile, regarde cette réaction d'Aurélien du XXe siècle. Comment switcher d'une Porsche pour une Twingo haut de gamme? Impossible. Et l'écosystème d'un fanboy Apple comme moi, effectivement, on en revient toujours là. Et enfin, le panafricain, Sir James Gates. Perso, j'envisage sérieusement de passer au Pixel 8 Pro et d'abandonner mon 14 Pro. Alors aujourd'hui, on va savoir pourquoi. Alors on y reviendra au Pixel 8 Pro parce qu'en fait, Google nous l'a pas encore livré. Toi, tu le testes déjà. On y reviendra au Pixel 8 Pro dans une autre émission. Aujourd'hui, on parle du Pixel 8 et on le met en face à face avec son concurrent, bien sûr, qui est ici et qui est l'iPhone 15. Eh bien, je propose qu'on enchaîne tout de suite avec une comparaison très importante dans l'univers Apple, c'est celui du design notamment. On a titré déjà, ça vous donne déjà un avant-goût de ce qu'on pense. Design Google égale Apple, que ce soit Apple et Google, tous deux fabricants ont créé une signature en matière de design et creusent chacun leur propre sillon. Sur ce point, Google n'a pas cherché, Laurent, à copier Apple et a vraiment, comme on l'a dit, à creuser son propre sillon. Ouais, c'est vrai parce qu'on a souvent reproché à une marque coréenne notamment. Non, mais à Apple d'avoir sa forme avec son type d'objectif, avec ses 3 objectifs. Là, ce qui est certain, ce qui est sûr et certain, c'est que le Pixel, il a vraiment sa marque. Cette bande derrière, elle est très très impressionnante. Elle est pas disgracieuse, elle est surprenante en poids parce que quand tu le prends, tu as l'impression qu'il va, mais je pense qu'elle protège bien les objectifs et je pense que c'est une marque de fabrique. Alors, ce qui permet de reconnaître bien sûr l'iPhone, c'est plutôt les objectifs. Tu l'as dit chez Apple, chez Google, c'est un petit peu différent. Tanguy, avec cette barre métallique qui est apparue l'année dernière, c'est ça sur les Pixel 7? Non, en fait, elle est apparue il y a 2 ans avec les Pixel 6. Ouais. Et c'est vrai qu'ils se cherchent un petit peu chez Google. Avant, c'était un biton avec les pixels à partir du premier. D'ailleurs, il y avait donc 2 couleurs. Et après, ils ont commencé à se chercher, on ne sait plus trop. Ils ont fait une transition avec la barre métallique ici et un biton malgré tout sur les 6. Et puis à partir des 7, ils ont conservé donc ce design assez iconique qui fait que je pense que c'est une bonne chose d'avoir quelque chose qui est différencié et qu'on reconnaît assez facilement. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de marques que je ne vais pas citer, mais des marques de smartphones Android un peu basiques qui veulent faire de l'Apple et qui font toujours le petit bloc photo un peu carré qui essaye de singer du Apple mais qui n'y arrive pas de toute façon. En tout cas, ça a une vertu, si je le prends et que je le pose, ce système de métallique, c'est que si on revient sur le serré voilà, c'est que il bouge pas, il est bien stable, alors que les modèles d'iPhone, si je fais ça, voilà. Vous avez bien compris que les trucs, c'est pas très pratique pour ce point-là. Qu'est-ce que tu penses de ce design, de cette stratégie qui est pas si éloignée de la stratégie d'Apple, mon cher Christophe, de créer une vraie signature de marque? Après, c'est une histoire de goût.
Ouais, en même temps, je suis pas super d'accord avec ce qu'on vient de dire parce que globalement, tu prends l'iPhone 6 et à part la partie métallique, en fait, la tranche métallique qui se trouve à l'arrière du téléphone, tout le côté en fait, l'arrière, etc., c'est vraiment de l'iPhone 6, quoi. Donc, je suis pas persuadé en fait qu'ils aient trouvé leur vocation d'un point de vue design, mais bon, c'est vrai qu'ils ont une ligne métallique à l'arrière. Très bien. Autre similitude qu'on pourrait faire les garçons entre Apple et Google, cette volonté de faire évoluer donc d'installer une signature de marque et de faire évoluer le design par petites touches. C'est le cas du Pixel cette année qui évolue tout doucement par rapport à l'année dernière. Hein. Ouais. L'année d'avant, en fait, il avait des bords un peu plus carrés. Ouais. Il était un peu plus brut sur les bords. Là, ça ressemble d'ailleurs plus à de l'iPhone actuel avec de la sienne oxydable autour. Et puis aussi, dernière différence, c'est qu'il il était légèrement incurvé. Ouais. C'est quelque chose qui était beaucoup reproché en fait. C'est un bon point aussi. Mais... Et petit à petit toujours, mais. Je pense que là, ils ont écouté peut-être une partie de la communauté qui disait qu'on en a marre des écrans incurvés, que ça pouvait glisser en main, etc. Moi, ça ne me gêne pas les écrans incurvés, mais c'est vrai que celui-là, il est plutôt, je trouve, relativement agréable à prendre en main. Alors Laurent, cette année, l'iPhone 15 a évolué à la marge, comme chaque année. Hein, c'est plutôt une affaire de couleurs. Hein. Ouais, les couleurs sont magnifiques. Hein. Les couleurs cette année, on a alors là, on voit le vert à l'écran, mais le rose qu'on a testé aussi, tu as envie de le croquer, quoi. Tu vois, c'est vraiment un téléphone. Ouais, c'est de l'un mon préféré. Ce qui est marrant, parce que c'est une couleur très légère, quoi. Souvent, on a envie d'une couleur bien percutante et tout, tu vois, qui flashy. Et là, elle n'est pas du tout flashy. Elle est très sobre. Elle est très acidulée, mais dans la douceur, presque pastel, quoi. Et nouveauté cette année également, c'est que le traitement du dos est mat, hein, donc il n'y a pas de reflet, ce qui est bien pratique en plateau avec toutes les lumières que l'on a. On reste dans le même style, tu l'as dit, Tanguy, mais avec des nouvelles couleurs cette année. Exactement. Donc, il me semble. Alors, on a sur la version normale un rose que je trouve aussi qui est très joli. Ouais. Celui-ci qui est, c'est laquelle déjà ? C'est une sorte de gris. Enfin, ils appellent ça le vert sauge. Ouais, c'est un gris verdâtre. Ouais, je suis pas super fan. Moi non plus. C'est le rose que je préfère. Et puis un noir classique qui est d'ailleurs brillant pour la version 8 normale, alors qu'avant c'était la version Pro qui était brillante. Voilà. Et la version Pro, par contre, le dos est mat. Il est plus brillant. Plus joli sur le Pro, mais on y reviendra. Donc plutôt match nul en termes de design et en termes de finition. On arrive à un niveau très premium. On sait que Google a fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Il a rattrapé son retard et s'est mis à peu près au standard de ce que fait Apple aujourd'hui. Non, on est d'accord. Ouais, d'autant que quand ils étaient sur le Pixel 5 à l'époque, c'était un téléphone qui était vraiment plutôt vers le moyen de gamme à 500 € à peu près. Et c'était vraiment une sorte de plastique, etc. Et à partir du 6, ils ont commencé à pousser un peu. Et là, c'est vrai que sur le 8, ils se sont vachement améliorés sur le design. Alors par contre, Christophe, une vraie différence de philosophie en raison de cette barre métallique sur le Pixel, c'est le positionnement des objectifs et ça peut avoir aussi un certain impact lorsqu'on prend ces photos ou qu'on change de plan, notamment, Christophe. C'est ça, effectivement. C'est effectivement, on a quelque chose de plus, quelque part, la disposition des objectifs, en fait, qui est plus discrète, en fait, sur le Pixel. Et quand on voit la différence de positionnement, oui, effectivement, l'iPhone 15, en fait, ça paraît plus massif. Et ça favorise quand même le changement d'objectif plus naturel également, c'est certain. Et on le voit sur cette photo, Tanguy, une autre philosophie en termes de disposition des boutons. Hein, sur l'iPhone, on a des boutons à gauche et à droite. Tout est localisé sur le côté droit, le flanc droit du Pixel, hein, c'est ça ? Ouais, et d'ailleurs, c'est même quelque chose de spécifique à Google, parce que même chez les autres smartphones Android, il y a des boutons sur la gauche aussi, mais non, Google a pris le pari d'avoir un bouton d'allumage / assistant et un bouton de volume simplement qu'il faut... Voilà, un large bouton qui correspond en termes de disposition au bouton lock de l'iPhone, en fait c'est pour monter et descendre le volume. C'est ça. Il y a un petit bouton qui est bouton de lock qui est plus étroit que sur l'iPhone et c'est vrai que c'est assez pratique quand on le tient d'une seule main, je dirais, et c'est très ergonomique, c'est plutôt bien vu. Donc on l'a dit, la finition est très proche, avec une finition en verre, avec un châssis en aluminium sur les deux modèles. Donc match nul sur la finition. Après, c'est une affaire de goût. Hein. Moi, je préfère, sans le cacher, bien sûr, le design de l'iPhone. On va parler un petit peu de la face avant. Qu'est-ce qui est de nouveau cette année sur la face avant par rapport à l'année dernière ? Peut-être Laurent ? Moi, je vais le dire sur l'iPhone, hein, parce que sur l'iPhone, la grande nouveauté aujourd'hui sur la face avant, c'est l'arrivée du Dynamic Island, que l'on n'avait que sur les modèles Pro l'an passé. Et donc là, on l'a aussi sur l'iPhone 15.
Donc c'est vraiment le gros changement et se toucher un peu de prise en main. L'avant est légèrement, donc voilà, c'est tout. Mais je pense que la grosse nouveauté elle est beaucoup plus côté Google cette année. Alors, toujours plus grand l'écran cette année sur le Pixel 8. Légèrement plus grand. Ouais, il passe à combien ? Il passe à 6 points. 6.2, il était 6.3 l'année dernière. C'est ça. Et 6.2 cette année. Donc il a diminué légèrement. Et toujours plus grand que l'iPhone. Que celui de l'iPhone qui est à 6.1. Et en termes de petites différences sur l'écran, c'est la luminosité qui a augmenté. Parce qu'avant, chez les Pixel, c'était un souci pour ceux à qui ça tient à cœur. Ceux dont ça, enfin, je ne sais même plus comment je parle français, bref. Ouais, c'est important en termes de nits. Ceux à qui ça importe, voilà. Là, il monte à 2000 nits sur les Pixel 8. Et, comme l'iPhone, cher ami. Comme l'iPhone, exactement. C'est pour ça que j'ai dit ils ont rattrapé un petit peu. Par contre, ils ont adopté le 120 Hz sur la dalle en termes de rafraîchissement, donc ça passe de 60 à 120 selon si on l'active ou pas. Ça, c'est le principal manque aujourd'hui, Christophe, des iPhone 15 par rapport au modèle Pro, c'est qu'on n'a pas le ProMotion, cette possibilité de passer de une image par seconde jusqu'à plus et à l'infini, à 120 images par seconde. C'est réservé à la gamme Pro. Ça, c'est un vrai plus du Pixel, même si c'est pas du 1 à 120. Non. Tu as dit c'est du 60, c'est ça ? C'est 60 ou 120, c'est adaptatif. Un vrai plus. Une fois qu'on l'a adopté, c'est difficile de revenir en arrière. Donc pour rappel, en fait, cette fonction-là en fait, permet tout simplement de gérer le rafraîchissement de l'écran. Ça permet aussi d'économiser de la batterie quand il ne faut pas fonctionner à 120 Hz au niveau du rafraîchissement. Donc c'est plutôt cool. Et par contre, ça donne cette impression en fait, de fluidité quand on va l'utiliser. Donc là, effectivement, du côté du Pixel 8, c'est cool qu'il l'ait fait. C'est cool qu'ils aient positionné le rafraîchissement du Pixel à ce niveau-là. On me souviens dans l'oreillette que l'iPhone 16, et non pas le 16 Pro, aura le ProMotion, mais il joue la montre chez Apple, c'est un peu pénible. Au sommet du Pixel 1, une particularité également, c'est qu'il héberge toujours un petit poinçon au sommet pour la caméra selfie. Pas de Face ID comme sur l'iPhone, mais ça s'appelle Face Unlock. C'est pas aussi élaboré que Face ID, mais ça s'améliore cette année. Ça s'améliore selon Google, parce que moi, j'ai pas pu faire de tests poussés pour voir si je mets une photo ultra précise de moi, est-ce que ça va la déverrouiller, ce qui a été le cas sur d'autres smartphones auparavant. Ouais. Là, apparemment, avec des calculs d'IA plus la photographie, il permet de déverrouiller de façon plus sécurisée. En tout cas, on peut le déverrouiller pour payer avec ces applications. Donc ça montre qu'ils ont plus confiance. Si on peut payer avec Google Wallet, c'est qu'a priori. Mais on sait que, par exemple, si on met des jumeaux, il va pas faire la différence. Alors que le Face ID est capable de le faire. Alors, c'est un cas assez peu ordinaire, je veux bien en convenir, mais ça montre. Et puis quand on voit l'épaisseur, la largeur de la pilule Dynamic Island, et quand on voit juste un poinçon, c'est que derrière il y a quand même un système de reconnaissance 3D qui est beaucoup plus poussé. Mais je ne sais pas si Christophe ou Laurent veut dire un mot, mais le système de reconnaissance du visage, il est quand même moins poussé chez Google. Non, il y a juste Pardon. Non, mais tu vas finir, mais ce que je dis, mais il y a un capteur qui est dédié à ça, Donc le capteur, en fait, t'inonde avec des points sur le visage pour vraiment vérifier le côté à la fois vivant et le côté non photo. Voilà. Christophe, je voulais dire quoi ? Oui, non, exactement ce que tu disais, Laurent, quelque part, en fait, que c'est un système moins évolué. Moi, je suis assez étonné, en fait, parce que tu peux quand même tromper le capteur d'une certaine façon. Tu parlais des jumeaux, mais il y a d'autres moyens de tromper le capteur, et donc je suis super étonné, en fait, qu'il soit arrivé au standard de sécurité de classe 3, en fait, au niveau biométrique, et qu'on puisse même utiliser, en fait, ce système, en fait, pour les apps bancaires. Ouais. Et en revanche, on dispose toujours d'un déverrouillage par empreinte digitale qui a disparu depuis très longtemps sur l'iPhone, Touch ID, qui est toujours là, mais lui, il est caché sous l'écran, ce qui est assez sympa également. Tu le disais, Laurent, l'iPhone 15 hérite cette année de la Dynamic Island qui est apparue sur l'iPhone 14 Pro l'année dernière. Et c'est vrai qu'en termes d'interface, alors, ça n'a pas été une révolution parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'applications, mais justement le fait que ce soit un produit beaucoup plus grand public et beaucoup plus accessible que l'iPhone 14 Pro l'année dernière, on s'attend à vraiment arriver beaucoup d'applications qui exploitent cette petite pilule au sommet de l'écran. Oui, alors on va rappeler quand même quelque chose, il faut dire la vérité. Donc le choix d'Apple, ça a été de dire on ne met pas une seule caméra qu'on cache juste pour avoir une petêtre pilule en haut. Donc on garde la caméra, mais tout aussi un ensemble d'autres capteurs. Et ces capteurs doivent, parce que la taille qu'ils ont, ils doivent être espacés. Donc en fait, entre la caméra et le capteur qui inonde ton visage,
qui a besoin d'espace, tu peux pas mettre les deux côte à côte. Donc ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose d'intelligent et ils ont transformé cet inconvénient qui pour beaucoup quelque chose de rédhibitoire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'univers Android qui disent mais comment c'est possible qu'Apple ait toujours cette espèce de gros arrondi en haut comme ça. Et eux l'ont tourné à leur avantage, c'est que dans l'OS, donc dans iOS, ils se sont servis de cette partie-là pour faire toute une série d'animations en jouant, même en élargissant cette zone, en mettant de l'information et des petits points. Et objectivement, c'est hyper pratique. Je dis pas que c'est sous-exploité encore, mais hyper pratique. Mais hyper pratique. Et il y a quelques applis qui en tirent vraiment parti. Et les applis qui en tirent vraiment parti, c'est bluffant. Je pense, j'étais en Suisse cet été, j'ai le parc-mètre où il y avait un compte à rebours qui était là-dedans. Donc en fait, dès que tu prenais ton téléphone, tu n'avais pas besoin d'aller ouvrir la Uber, tout simplement. Hein. Oui, mais juste le fait que tu aies cette petite info à cet endroit-là, c'est pratique. Après, ça reste une manière de transformer. Et donc cette année, attends, juste pour finir, parce que c'était ta question, cette année, ils ont doté le modèle donc grand public, c'est-à-dire l'iPhone 15, de cette fonctionnalité qui, alors avant, il y avait une encoche en haut, et maintenant, c'est juste cette petite pilule. Est-ce que tu penses que Laurent est picousé à Apple et qu'il a fondu au sirène marketing de la marque, ou il y a un vrai intérêt à cette Non, moi je trouve qu'il y a un vrai intérêt à ça, parce que c'est exactement ce que dit Laurent, c'est-à-dire qu'ils ont pris une contrainte technique et ils en ont fait un avantage de design. Donc, une faiblesse, une force. Oui, exactement. Moi je trouve que c'est super intelligent et franchement, je pense très honnêtement qu'ils n'auraient pas pu mieux faire, et c'est partie des choses qui, moi, m'avaient surprise quand ils ont annoncé les iPhone 14 Pro l'année dernière. Donc, moi je trouve que c'est une bonne chose. Restons sur la comparaison, cette fois-ci des écrans mais matériels. Donc, bien sûr, on retrouve des écrans et des dalles OLED sur les deux modèles. Moi, ce que j'ai bien aimé sur le Pixel, tu vois... Je remarque que tu aimes pas mal de choses sur le Pixel. Non, mais c'est quand même la finesse des bordures par rapport à l'iPhone. Finesse de bordure qu'on retrouve sur le Pro, qu'on ne retrouve pas sur le 15, tout court. C'est plutôt sympa. En matière de résolution, c'est à peu près la même chose entre les deux. 2400 par 1080 pixels contre 2556 par 1176 pixels. Tu l'as dit, 2000 nits en matière de luminosité. La différence, il n'y a pas de ProMotion chez Apple. Il y a l'équivalent d'un ProMotion, mais pas aussi évolué chez Google. Et puis, moi, ce que je trouve vraiment dommage sur l'iPhone 15, c'est qu'il n'y ait pas la fonction Always on Display, je ne veux pas dire la bêtise, qu'on retrouve sur le Pixel. Hein. Absolument, depuis le Pixel 3, je dirais. Donc, moi, je trouve ça, j'avoue, assez surprenant qu'il n'y ait pas... Après, je comprends, dans toutes les marques, ils ont des déclinaisons, des, séparation marketing, etc., pour pouvoir avoir des avantages concrets. Mais techniquement parlant, ça aurait dû être le cas. C'est un écran OLED, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Donc, c'est un petit peu dommage, mais bon, je comprends. Pourquoi pas. Christophe, parlons cette fois-ci de la plus belle avancée de la génération 15 en général de l'iPhone. C'est la disparition du port Lightning au profit de l'USB-C. Google ne pourra plus, se moquer d'Apple dans ses pubs. Je vous propose de regarder la vidéo. This is nice. Pixel, a spa day was the perfect idea with all these big launch events coming up. Absolutely. Yeah, these launches just keep getting harder. Oh, yeah? Oh, yeah. I mean, you know what got applause at my first launch 16 years ago? Sliding to unlock? Sliding to unlock. Throwback. Aha. Ha 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 ha. Oh, dear. Anyway, now it seems like every time I turn around, phones like you are doing stuff I can't. Like unblurring old photos, answering unknown calls with AI, and live translating messages. Vous avez compris la dynamique. En gros, toutes les nouveautés depuis le Send to Unlock qui sont arrivées sur l'iPhone étaient déjà depuis de nombreuses années dans l'univers Android, ce qui n'est pas faux. Et notamment, ça concluait avec l'arrivée de l'USB-C. On n'avait pas resté, ça dure 2-3 minutes. Il n'empêche, Christophe, l'iPhone 15 en fait un peu plus que le Pixel 8 au niveau de l'USB-C. Oui, entre autres, tu peux réaliser. Enfin, il y a un tas d'opérations que tu peux réaliser au travers de l'USB-C sur un iPhone que tu ne peux pas faire. En fait, ce que tu ne peux pas faire à partir d'un Pixel, par exemple. Entre autres, la recopie d'écran qui est gérée complètement nativement sur l'iPhone, ce qui est plutôt sympa parce que globalement, tu es dans une soirée d'été ou tu es dans t'es dans un endroit où on a un vidéoprojecteur, tu as envie de te passer un film, tu peux le faire à partir de l'iPhone 15 nativement à partir de l'USB-C. Donc c'est super sympa de pouvoir faire tout ça. Tu peux t'ajouter des accessoires, on l'a déjà dit, divers accessoires de connectivité, par exemple à l'Ethernet et ce genre de choses. Bon, ça ne sert pas tous les jours, évidemment. Mais un petit SSD pour stocker les fichiers, éventuellement. Ou un SSD, c'est effectivement super pratique. Rappelons quand même, malgré tout, pour rester totalement honnête et authentique par rapport à ce comparatif, que par contre, l'USB-C sur l'iPhone 15 n'a pas la bande passante complète et entière
d'un iPhone 15 Pro. Et donc, effectivement, on va être sur des vitesses de transfert qui vont être des vitesses de transfert de l'USB 2, effectivement. Mais ça tombe bien, le Pixel aussi, hein, donc il fait pas mieux. Hein. Oui, honnêtement, je sais pas trop quel type. Je te fais confiance pour le coup, mais en réalité, je sais pas qui. Très honnêtement, a besoin d'une telle bande passante pour un smartphone qu'on utilise tous les jours, à part des professionnels. Donc pour le coup, je vais prendre la défense d'Apple et je vais comprendre, je t'assure, je vais comprendre que oui, effectivement, c'est peut-être un besoin qui n'est pas pour le tout venant, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pratique sur le Pro pour effectivement brancher un SSD, pouvoir stocker des vidéos en 4K par exemple, et donc là il va mieux avoir une bande passante qui est digne de ce nom. Donc au final, vous l'aurez compris, le match est serré au niveau design, niveau connectique, même si un petit avantage pour la vidéo, mais on pense que c'est aussi un bridage logiciel de chez Google. Il n'y a pas de raison qu'ils ne gèrent pas le DisplayPort. Mais la seule différence que j'ai trouvée, c'est une fois en main. Hein, si je le prends en main, il y a une différence de design quand même qui est assez frappante. Il est légèrement plus haut en fait, et plus étroit que l'iPhone 15. Par contre, je l'ai trouvé beaucoup plus lourd. Un peu plus lourd. Il a perdu 10 grammes par rapport à l'année dernière, mais il pèse 187 grammes contre 171 grammes, donc ça fait quand même 15 grammes d'écart. Donc c'est quand même pas mal. 15 grammes pour un téléphone, ça commence à faire beaucoup, je trouve. À fond. Par contre, juste pour ajouter un petit quelque chose autour du Pixel, on le voit au travers des réseaux sociaux et du web en règle générale, il y a quand même quelques problématiques qui apparaissent, entre autres au niveau de l'écran, qui finit par afficher pour certains textes des couleurs roses, bleu très pâle, jaune, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent et on ne sait pas trop si c'est lié au matériel ou bien si c'est lié au système d'exploitation en lui-même. Tu as rencontré ce problème sur ton Pixel Pro, toi ? Ni sur le mien, j'en ai fait acheter à peu près 4 à tous les gens de ma famille, 0 autour de moi, mais bon, après, un échantillon. C'est vrai qu'on entend souvent les gens qui se plaignent, en général, à avoir les premiers mots, hein, parce qu'on se rappelle avec la chauffe de l'iPhone 15, ce genre de choses, enfin, on s'en rappelle, mais on là, entend c'est vrai, toujours. en l'occurrence. C'est la réalité. C'est vrai en plus. Ça chauffait vraiment. C'est vrai. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que les premiers testeurs ne l'aient pas détecté. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, en fait, en tout cas, je sais que, par exemple, chez nous, on a détecté que les températures montent un peu, mais ça n'avait pas d'impact sur l'autonomie, par exemple. Et donc, et puis ça n'était pas non plus brûlant en main. Donc, on s'est pas. On s'est dit, ok, la puce permet de chauffer plus, donc elle permet simplement une puissance plus élevée, et c'est tout, quoi. C'est pas grave. Allez, on enchaîne. Nous allons à présent nous intéresser aux capacités en matière de photos et de vidéos. Mais d'abord, place à votre rubrique préférée, je le sais, ça s'appelle le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Whatever. Mais avant, un petit clin d'œil à une boutique ORLM qui est ouverte sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder directement depuis la chaîne YouTube en scannant un QR code. Vous pouvez découvrir les t-shirts, les casquettes, les sweatshirts, les polos, les mugs, les tapis souris, entre autres aux couleurs d'ORLM et également dont refait la pop. Dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. C'était une jolie séquence promo. Et si vous voulez voir la dernière création de notre ami Christophe Degrève, regardez, il le porte. Tu peux montrer à l'image ton magnifique t-shirt cette semaine. Il est de toute beauté. Et c'est quoi le gimmick ? Il faut regarder l'épisode sur la Game Boy. Oui. Il est non binaire parce qu'il y en a qui l'appellent la Game Boy et d'autres qui l'appellent le Game Boy. Et il y a débat. Exactement. Il faut voir l'épisode. Exactement. Donc j'ai effectivement, comme le disait Laurent, en fait, c'était le débat, c'était le ou là, et effectivement, Nintendo a confirmé le. Donc non, voilà. Non, c'est de la Game ça a Boy. créé ça a créé vraiment tout un débat autour du sujet. Et... les gens étaient super sympas, mais voilà, échanger autour du sujet. Il y en a qui veulent l'appeler d'autres. Qui connaissent la langue française, c'est japonais, franchement. Bon, bref. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs, je l'ai dit, qui ont le plus bossé cette semaine sur le site Mac Forever, c'est dur à dire. Et donc, cette semaine, exceptionnellement, parce que c'est les vacances du côté de Mac Forever, c'est l'ami Laurent qui s'y colle. Eh ouais. Alors, désolé. Non, mais je m'attendais à un petit jingle, donc le voilà. Non. Et du coup, première news. Ah, c'est du lourd. iPad pliable. Alors, aussi improbable que cela puisse paraître, Apple pourrait sortir un iPad pliable. Je noterai quand même que tu as toujours dit que, selon toi, si un device pliable sortirait chez Apple, ça serait pour toi un iPad, avant que ce soit un iPhone. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que dans l'absolu, si tu fais un iPad pliable, tu rends un terminal qui est hyper pratique, tout presque petit, quoi. Et donc, beaucoup plus grand.
Ou alors, Tu exactement. pas l'opposé. ton iPhone sur toi. Et donc, du accessoirement. coup, tu ne viens pas utiliser ce mot que j'adore en anglais qui est géopardie. Tu ne viens pas cannibaliser ton marché iPhone. Voilà, ça Moi, ça arriverait quand, je me ça souviens très clairement qu'Olivier avait dit si un jour Apple sort un iPad pliable, je vous paye le resto. Et ça, je m'en souviens très clairement. Oui, c'est prévu, mais pour l'instant, c'est une rumeur. On reste sur l'iPad avec la deuxième info, ou rumeur. C'est une info, en l'occurrence. Non. Donc, il y a. Ah, c'est pas fini. Non, c'est Ah. fini, mais il y a une petite. C'est le 1 bis. Dans le 1 bis, on avait comme 1,2. espoir que. Au 1,5, on avait comme espoir qu'il y ait un iPad qui sorte mardi dernier. Hein. Ben non. Tout le monde était là en train d'attendre sur le site Apple, ça va sortir, et c'est pas sorti. Donc il y a quand même un frémissement, ça va sortir, ça va pas sortir, ça va sortir, ça va pas sortir. Donc du coup, Apple n'est pas arrivé avec un iPad, il n'est pas arrivé avec, deuxième info, Ah, belle transition. avec un pencil USB-C. Ah ben, il faut pas désespérer. Hein. Et donc c'est pourquoi, alors, il faut quand même se rappeler que quand le premier stylet pour iPhone était sorti, iPad. pour iPad était sorti, c'était un stylet Lightning. Donc c'était un petit capuchon magnétique qu'on débranchait, qu'on branchait sur le port Lightning femelle de l'iPad et qui chargeait. Donc vous savez, on avait quand même un stylo qui pendait au bout, c'est quand même pas très pratique. Particulier comme. Donc derrière est arrivé la mise à jour de cet iPad, de ce stylet avec iPad 11. c'est un ça des iPad Pro d'abord. C'est arrivé sur un iPad Pro. Oui, mais là, celui-là, ce stylet, il se Il se chargeait pas. magnétique et il se charge en sans contact. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous arrive quoi? Il nous arrive ce même stylet, donc le même design que ce stylet Pro, mais avec un petit capuchon qui se tire et une prise USB-C dedans. Parce qu'en fait, c'était complètement illogique. On est passé à la prise USB-C, mais on avait un adaptateur USB-C Lightning femelle. Oula, c'est Enfin, compliqué. Oui, femelle pour aller brancher. Mais Donc ce pencil est dédié quand même aux iPads non pro. ce pencil est dédié aux iPads non pro. Donc voilà. D'accord. Donc, Alors vivement- après l'iPad, on parle de l'iMac, je crois. Ouais, alors dans la liste des choses qui devaient débarquer, tout le monde attend l'iMac M2 parce que finalement le premier qui est sorti avec la puce silicone, c'est quand même l'iMac qui est arrivé en ordinateur. Et donc on attendait, on se dit mais c'est pas possible. Et donc il y en a qui disaient mais finalement il va sauter le M2, il va passer au M3, mais le M3 on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et donc Ouais. en fait arriverait un iMac. Mais quand Ben, le Quand, problème- monsieur Pantana Tu Mais veux écoute, savoir. mais Les Français écoute, veulent savoir. 2024. Tu t'es engagé. Ok. Ce qui est intéressant, ce que tu verras avec l'info numéro 5 2024, c'est intéressant. Alors, mais avant d'arriver là, mais quel format pour cette. Alors, on reste en 24 on ben va non. peut-être grandir un petit peu parce que 24 pouces pour travailler aujourd'hui, c'est pour mes vieux yeux tout rabougris, ça suffit Alors, pas. je te donne, c'est bien parce que les liqueurs sont divisés. C'est là où c'est intéressant. Pourquoi ils sont divisés? Parce que, justement, Toujours la guéguerre entre comment il s'appelle Ming Chi Kuo et et, Mark Gurman. de Bloomberg. C'est ça. Et donc, il y a plusieurs tailles qui ont été annoncées, dont 27 et 32. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait, 32, ce serait chouette. Ouais, 32, ça serait chouette. Ce serait- Surtout si tu gardes ce format un peu fin, ça te ferait une très grande dalle et qui serait fort sympathique. Après les iMac, on parle des AirTags. Alors, les AirTags, il faut quand même se rappeler que les AirTags ne sont pas sortis au moment où elles sont arrivées, mais ont été pondus longtemps avant, Ils ne potentiellement. sont pas sortis au moment où ils sont Non. arrivés. C'est un nouveau forme de français, ça vient de sortir. Mais Ouais, c'est intéressant. on fait une compétition ce soir avec Tanguy, donc c'est la fatigue. Non, quand les AirTags ont été officiellement annoncés, ok, Oui. en fait, on s'est rendu compte que les boîtes indiquaient une date de sortie Ah, entre 1 an et 2 ans on a avant. attendu un petit peu. Donc en fait, on sait qu'il y a eu un flou par rapport à la sortie. Et on est assez étonné que finalement, il n'y ait pas eu de mise à jour, parce que finalement, le produit, il est tel quel depuis... Il marche plutôt bien. et ça marche plutôt bien. Mais là, il y Un peu aurait, trop bien, une, même, parfois. il y aurait Ouais. une V2 qui arriverait, sauf que la V2, elle est annoncée pour 2025. Donc on n'est pas du tout sur 2024. T'imagines, c'est dans 1 an et demi, quoi. Ah, il y a beaucoup de questionnements autour de l'usage de ces AirTags. Je pense que ça mériterait qu'on Fasse une émission. s'intéresse à une émission spéciale. Dernière info. aux Alors, rumeurs. Alors, l'année 2024, en fait, quand on regarde la liste des produits qui pourraient être annoncés en 2024, ça fait que chez Apple, 2024 va être une année mais complètement folle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de produits qui arrivent en fin de C'est ça cycle. l'année dernière. Là. Oui, mais qui arrivent. On dit ça chaque année. Sauf que l'année dernière, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé. Donc, pourrait arriver énormément de choses. Et c'est énorme parce que l'Apple Vision n'est toujours pas sorti. Mais on entend déjà des petits bruits qui disent il se pourrait qu'il y ait un Apple Vision low cost.
Oui. Donc, bon, d'entrée de gamme. Alors attention, l'entrée de gamme serait entre 1000 et 2000 euros quand même. Hein. Donc, tu vois, ça reste. Alors, on est sur de la pure supputation, mais on sent que l'année 2004 va être animée. Nous, on est contents. Hein, ça va déjà faire- qu'il arrive, la version normale, avant de parler du low cost, c'est pas Ouais, encore c'est gagné. Tu en penses quoi du Vision Pro, toi qui étais pendant longtemps aussi un spécialiste de la réalité augmentée et du virtuel? Moi, je trouve que la proposition d'en faire un appareil, entièrement où tu peux vraiment tout faire de façon naturelle est super intéressante. Et je comprends en fait l'idée. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, de le mettre sur le visage. Je suis moins client parce que moi, avec la réalité virtuelle, je m'en sers pour du jeu vidéo. Cela dit, C'est le grand enjeu pour Apple, sans jeu de mots. bah ouais. Mais la démarche même d'Apple pour faire justement un produit comme celui-ci, quelque chose de naturel à utiliser comme un plus naturel qu'un ordinateur ou même qu'un smartphone, c'est plutôt intéressant. Oui, et puis les usages ne peuvent pas se limiter qu'aux jeux non plus. Hein. On ne peut pas Exactement. investir 1000, 2000, 2000 euros uniquement pour des jeux vidéo. Merci Laurent infiniment pour ce busomètre de Derrière les fagots. Puisque tu es à l'antenne, pourquoi pas nous parler de notre petit bon plan Ouais, cette on semaine? on en a parlé. Franchement, il y a des marques avec lesquelles on s'entend bien. Il y a des marques, quand ils nous appellent, ils nous disent regardez, on a un bon plan, on a un nouveau produit. On est très content d'en parler. Et c'est les marques où finalement, c'est les produits qu'on aime porter. Donc là, j'ai un bracelet qui s'appelle le Rally et c'est la marque Éternelle. On a présenté il y a quelques semaines le bracelet fait en peau de poisson recyclé. Et donc en fait, vous récupérez Sans le cuir, c'est étonnant. Non, mais c'est un cuir. En fait, c'est un cuir tanné. Quoi. Ils ont tanné une peau de saumon. Et en fait, ils récupèrent les saumons dans des sushi bars de Lyon. Et c'est fait par une tannerie française, donc c'est assez génial. Et là, donc, ils ont un modèle qui est un de leurs best-sellers, qui est vraiment d'une très très grande qualité. Et pensez à une marque française de luxe qui ferait des bracelets en cuir et d'ailleurs qui travaille avec Apple. Et imaginez que c'est du même niveau, donc ça vaut le coup. C'est le bracelet. Le bracelet il s'appelle Simple Tour, donc c'est vraiment une bande de cuir très très belle. C'est leur best-seller et ils offrent à tous les auditeurs, on refait le Mac, 20% en tapant le code ORLM20, 20% sur le site, que ce soit le site Éternel Bracelet, donc Éternel Bracelet, ou BandBand, qui est leur plateforme où ils agrègent toutes les marques, parce qu'ils ont leur marque Éternel, mais aussi d'autres marques qu'ils distribuent. Donc là, c'est uniquement sur le Simple Tour. Allez-y, franchement, c'est dommage de s'en priver. Merci Laurent. Une petite réaction sur Twitter pour revenir au sujet du jour, à savoir le face-à-face entre le Pixel 8 et l'iPhone 15. Une remarque sur X de Ricardo. 3 choses m'ont déplu dans l'ancienne version du Pixel. Ça, c'est pour toi, Tanguy. L'autonomie, trop juste. L'impossibilité d'enlever la barre de recherche Google de l'écran d'accueil. Oui, enfin, c'est un peu normal, c'est un Google. Et les photos trop artificielles à mon goût. Est-ce que ces problèmes ont été corrigés? Attends, on ne va pas tout te dévoiler tout de suite, puisqu'on va parler au face-à-face entre l'iPhone et le Pixel 8 au registre de la photo. Zoom sur les fonctions. Est-ce qu'il y a eu un vrai choc de photos? Est-ce que tu es d'accord avec la remarque de notre tweetos, on ne peut plus l'appeler comme ça, mais de Xtos, je ne sais pas comment on va les appeler aujourd'hui, de notre auditeur concernant le c'est vrai que chaque constructeur de téléphone ont un rendu particulier des photos. Hein. Alors, c'est vraiment une question de goût, mais moi, je trouve que les photos des pixels, il y a cette Pixel Touch avec notamment une plage dynamique très large, HDR qui est très volontairement très contrastée. Mais moi, je trouve que les photos sont jolies, mais on ne va pas se fier à mon avis, qui est un avis de passionné de pixels. Mais en général, ce sont plutôt des produits qui sont bien réputés pour la photographie, au-delà des numériques, au-delà de Marques Brownlee. Enfin, il y a en général, c'est plutôt un smartphone qui est réputé pour ça. Donc, il n'aime pas le style Google, parce qu'il est peut-être habitué à un style Apple qui est plus flat et plus neutre, volontairement. Et c'est que ça ne lui convient pas, en fait, simplement. Laurent, Christophe, on reste quand même sur des appareils qui sont très proches en matière de fonctions photo. Tous les deux sont équipés, on le disait en préambule, de 2 modules photo. Un grand angle, un ultra grand angle. Ouais. Et le même grand angle que celui que tu as là, le Pixel 8 Pro, Pixel 8 Pro d'une résolution de 50 mégapixels. Donc c'est plus que l'iPhone 15 qui est limité à 48. 48. Ouais. Une ouverture plus grande également, 1.7 contre 1.9. Ouais, ça joue. Hein. Sur le Pixel 7. Donc ça a grandi par rapport à l'année dernière, pardon. Tu fais rentrer plus de lumière. Ouais, on est à 1.6 sur l'iPhone 15. Par contre, le module ultra grand angle, c'est le même que celui de l'année dernière, en 12 mégapixels. Une ouverture de f2.2, vision large, plus large, de 126 degrés. Et l'iPhone 15, ultra grand angle également, hérité de l'iPhone 14 Pro en 12 mégapixels,
ouverture de 2.4, champ de vision de 120 degrés. Tout ça, c'est des spécifications techniques. Hein. Ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de téléobjectif aujourd'hui sur ces appareils. Que ce soit Apple ou Google, c'est une manière de différencier la gamme Pro de la gamme entre guillemets grand public. En fait, il y a quelques années de ça, Google mettait, sur je ne sais plus quel modèle de Pixel, mais il y avait, je crois que c'est le 4, il y avait le module grand angle classique et le téléobjectif. Et en fait, les gens ont créé au scandale parce qu'on s'en sert plus souvent, d'après plein de trucs que j'ai lus un peu partout, de l'ultra grand angle que du téléobjectif. Et donc, effectivement, ils dédient le téléobjectif au pro, exactement de la même façon que... Oui, c'est un besoin plus basique, hein, le grand angle. Alors, il reste quand même une petite astuce qui a été adoptée par les deux constructeurs et qui est nouvelle chez Apple, c'est de par l'augmentation de la résolution du capteur, il y a un mode x2, un mode de zoom sans perte, un mode de zoom optique sans perte, que ce soit Google et Apple, ils ont le même procédé. Hein. Exactement, c'est arrivé chez Google l'année dernière avec les Pixel 7, où en fait, comme ta photo est calculée en 50 millions de pixels, malgré le fait qu'il y a du pixel binning en 12,5, ben là, simplement, il te prend ta photo en 50, il coupe à l'intérieur, et puis simplement, tu as une meilleure définition de photo sans, j'imagine, le pixel binning. Quoi. Voilà, donc en clair, on peut quand même zoomer, ce qui peut être pratique pour du grand public. On peut aussi recadrer après en retraitement de photos si on avait besoin, mais c'est quand même pratique de pouvoir directement, depuis son appareil, de pouvoir zoomer. Et ça, vraiment, les deux marques se tiennent à la culotte. Voyons un petit peu ce que ça a donné en matière de rendu photo. On a fait quelques photos ici au village Baïséa depuis le magnifique toit terrasse avec la vue sur la Tour Eiffel. D'abord des photos au grand angle et de jour. Vous avez de mémoire à gauche, non, c'est le Pixel 8 et à droite l'iPhone 15. Qu'est-ce que vous pensez de ces rendus ? Le ciel était un peu nuageux tout à l'heure lorsque nous avons réalisé ces photos. Votre avis, messieurs, si on peut revoir les photos quelques instants et même les laisser un petit moment pour qu'on puisse les commenter ensemble. Alors, Laurent, très honnêtement. Ouais, c'est proche, quoi. Mais objectivement, tu vois, il y a ceux qui vont te dire, moi je préfère l'iPhone parce que tu vois, je trouve que dans les parties sombres, c'est plus clair, donc ça donne les contrastes, on voit mieux les parties qui sont sombres. Et d'autres qui vont dire, mais non, je préfère le Pixel parce que le Pixel est plus proche de la réalité. La zone qui est éclairée devant, elle a la luminosité qui est derrière, et donc elle est plus naturelle. Et à l'inverse, il y en a qui vont dire, donc c'est très. J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. On se rend compte que, tu sais, c'est comme le café. Les gens qui sont habitués à cette marque de George Clooney là, ouais. et te disent, what else ? Et donc ils te disent, finalement, quand ils prennent un vrai bon café, ils disent, ouais, mais je suis habitué à mon Volout classique. Ouais, parce qu'ils sont bien vachement. Mais oui, parce qu'en fait, c'est là où tu te retrouves tout à l'heure. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, Tanguy, parce que finalement, tu te retrouves habitué à un style, gentil, à un grain, on va dire, un grain d'image. Mais c'est vrai que si on peut remontrer l'image, allez, on dira peut-être que l'iPhone était un peu plus neutre, peut-être Christophe, puisque c'est la marque de fabrique d'Apple. Allez. Disons qu'on va surtout voir la différence au niveau des nuages au niveau de l'iPhone 15 où on distingue quand même un peu plus de granularité dans les nuages. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Mais sinon, effectivement, de toute façon, il n'y a pas de surprise. En fait, sont deux smartphones qui sont très très proches en fait d'un point de vue photo, d'un point de vue capteur, d'un point de vue de plein de choses, traitement de l'image aussi. Donc vraiment très proche. Oui, ici sur cette photo-là, on voit un petit peu plus de détails dans les nuages au niveau de l'iPhone 15. Alors, les choses sont peut-être un peu différentes si la luminosité vient à baisser, toujours en mode grand angle. C'est pas un mode nuit parce que il y a des lumières partout ici au village, donc on n'a pas réussi à créer de l'obscurité, donc on s'est contenté de photographier vraiment dans une semi-pénombre. Et aujourd'hui, les capteurs sont tellement sensibles qu'on n'arrive même pas à créer une pénombre. Regarde, on est comme en plein jour. Qu'est-ce que vous pensez du rendu ? Là, encore une fois, c'est une affaire de goût. Hein. Oui, les couleurs sont plus présentes sur l'iPhone 15, tu vois, c'est plus peps si tu regardes le jaune, etc. Et malgré tout, la couleur du plastique du Mac, que je connais très bien, malheureusement, oui. Tu es un grand expert. Est plus proche en fait sur la photo de l'iPhone 15 que la réalité est plus proche de celle de l'iPhone 15 que du Pixel 8. Donc voilà. C'est un petit peu la conclusion qu'on peut tirer. Pixel comment, tu as dit ? Pixel 8. Oui. Allez, on passe Tu es d'accord, Tanguy ? Dans l'exemple là, oui, j'ai l'impression. Alors, on n'a pas triché, je tiens à le dire. Non, mais je vous fais confiance. On a juste photographié un Mac, mais pas n'importe lequel. Place à présent à l'ultra grand angle. Regardez toujours depuis le toit terrasse du village Baïséa. On fera une petite émission dès qu'il fera un peu plus chaud depuis le toit terrasse. L'ultra grand angle, on devine la Tour Eiffel de très très loin. Encore une fois,
Non, mais c'est très très dur la comparaison. Tu vois, il y en a qui, encore une fois, on en revient. Là, sur ce coup-là, c'est la photo du pixel qui est la plus claire. Alors que là, c'était la photo du pixel qui était la plus sombre. Mais tu vois, sur la mise au point, alors là, on va te dire, ah oui, mais les contrastes des nuages de l'iPhone sont meilleurs. Oui, mais la proximité, tu vois, c'est plus clair. Putain, c'est un débat. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est rare qu'on ait deux téléphones aussi proches, alors que c'est deux marques vraiment différentes. Tu vois, tous les ans, quand on compare, tu vois, là, je trouve que pour une fois, tu vois, quand on compare avec les Samsung, hein, pour pas les nommer, il y a un écart. Là, je trouve que les deux se valent. Même sur tout à l'heure, la dimension de l'ombre, et j'entends ce qu'a dit Christophe. Hein. Oui, c'est plus sombre, c'est plus proche de la réalité. Oui, c'est plus flatteur, mais c'est quand même très proche, quoi. Si on passe un peu la luminosité sur le même capteur, regardez ce que ça donne. Cette fois-ci, toujours avec notre petit Macintosh Plus posé dans un des couloirs bien sombres du village Baïséa. Et effectivement, encore une fois, bon, franchement, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas un argument de vente aujourd'hui. Hein. Il y a un truc qui me fait tiquer un petit peu, c'est que tout à l'heure, dans les chiffres, tu disais que le Pixel avait un plus grand angle, et là, j'ai l'impression que l'iPhone a un plus grand angle que le Pixel. C'est la même distance. Comme quoi, des fois, entre les stats et les spécifications et la réalité, il y a toujours une petite marge. Hein, ils étaient posés l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas si en régie, on a le mode zoom. Je ne sais pas si je vous l'avais envoyé ou pas. Si on ne l'a pas, c'est pas grave. Oui, non ? Non, c'est pas grave. Alors, quid maintenant du capteur frontal, le mode selfie qui est si important aujourd'hui dans la génération Z notamment, baptisé TrueDepth sur l'iPhone. Et alors, vous avez encore une fois à gauche le Pixel 8, à droite l'iPhone 15. Là, on a un peu triché puisque l'iPhone permet de générer automatiquement en temps réel le flou gaussien en arrière-plan, le flou, il faut le demander a posteriori sur le Pixel 8, hein, c'est ça. En fait, tu ne le vois pas dans l'aperçu. Voilà. Si tu mets en mode portrait, tu ne le vois pas dans l'aperçu, mais par contre, il se génère a posteriori. Là, à nouveau, alors moi j'ai lu sur les numériques que là, par contre, il y avait une vraie différence lorsque tu étais en mode portrait. Le détourage, l'intelligence artificielle, ça reste quand même la force de Google. Hein. Oui, alors je t'avoue que j'ai personnellement pas beaucoup fait de photos en mode portrait. Il n'y a pas de portrait. problème de détourage. Et puis moi, j'ai pas beaucoup de problèmes on a ce point commun. de détourage. Donc je t'avoue que j'ai très peu fait de photos en mode portrait. J'ai beaucoup plus utilisé l'appareil photo classique, même en selfie. J'ai pas volontairement lancé le mode portrait. Mais c'est vrai que de façon globale, même si Google, ils ont l'intelligence artificielle, je pense qu'en mode portrait, Apple fait plutôt du bon travail, notamment sur le côté progressif. Ouais. Et puis aussi sur le capteur qui est choisi, ou bien même au-delà du capteur, parce que là, il n'y a pas de téléobjectif, mais sur la distance focale, entre guillemets, qui est choisie quand tu fais une photo en mode portrait, je trouve que Apple s'en sort en général, personnellement, un peu mieux. Et c'est moi qui vous le dis, donc c'est pour vous dire. D'accord, donc tu d'accord. Bon, personnellement. Dans l'article que j'ai lu cet après-midi, vous n'étiez pas d'accord, mais ça montre que... Mais c'est que mon avis à moi. C'est pas les là, parce que c'est vraiment les labos des numériques, tu vois. Ouais. Bah oui. Là, c'est tout à fait personnel. Tu as enlevé ta blouse et c'est beaucoup. Mais c'est là où c'est intéressant. Je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a une question d'habitude au style, au grain. Tu vois, et il y en a qui vont préférer des photos. Tu sais, c'est quand le HDR est arrivé. Le HDR, oui. Ouais, donc c'est qui est augmenté. Hein, donc c'est le dynamic range. Donc je sais pas comment, la plage dynamique. La plage dynamique en français. Et il y a beaucoup de gens qui étaient choqués. D'ailleurs, Apple proposait de garder les deux photos. Proposé de garder la photo sans l'application de la plage dynamique et photo avec. Donc pendant longtemps, on avait les deux photos dans la base. Parce qu'il y a des gens, ils n'acceptaient pas ce concept. Et aujourd'hui, on s'habitue à ce que la photo elle soit prise, tu vois, mieux que ton œil, toi. Et quand tu vois la photo, tu dis, putain, c'était pas aussi beau. Donc, et on s'acclimate et on s'habitue et on s'approprie ça. Donc c'est difficile. On enregistre de la vidéo cette fois, tous deux. Les deux protagonistes peuvent filmer jusqu'en 4K à 60 Hz, 60 images par seconde, pardon, pas Hz. Signalons sur les deux la présence d'une stabilisation optique, c'est déjà le cas l'année dernière, sur le grand angle, qui permet, regardez, de grandement réduire les... On fait toujours le même exercice, c'est bien, on va devenir un studio de test bientôt. Ouais, qu'Apple appelle le mode action. Vous voyez, on descend les escaliers, vous avez à gauche l'iPhone. Je trouve que ça bouge un peu moins sur l'iPhone que sur le Pixel 8, mais encore une fois, voilà, vous découvrez... les coulisses du studio dont on fait le Mac, et on a une très jolie vue. Un mot, alors ça n'est pas réservé au Pixel 8 Tanguy, mais c'est apparu sur le Pixel Pro. C'est l'arrivée d'un capteur de température, l'arrivée surprise de ce capteur de température sur le Pixel 8 Pro. On en parlera lorsqu'on aura le 8 Pro. Très rapidement, à quoi ça sert concrètement ? Alors, ça sert à mesurer la température de divers objets, mais on sent qu'ils voulaient faire en sorte qu'on puisse mesurer la température des corps humains, sauf qu'ils n'ont pas encore eu les approbations. Tu peux le montrer ? Il est ici en bas. Voilà.
Donc on le voit pas très bien, mais il est juste en dessous du flash là. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même un gros capteur. Hein. Ouais, c'est un gros capteur. C'est instantané. La précision est somme toute, on va dire relativement aléatoire, mais ça fonctionne plutôt. Par contre, ça me fâche sur les humains et c'est pas fait pour ça pour l'instant, mais on sent que c'est arrivé à la va-vite. Ouais, apparemment, ils ont besoin d'une validation des organismes afférents, que ce soit aux États-Unis ou en France, et ce ne serait pas été les autorités sanitaires notamment américaines. En sachant qu'aujourd'hui, les capteurs de température, donc le thermomètre mercure est interdit, hein, et donc tous les systèmes aujourd'hui dans les familles, c'est un capteur de ce type-là. Où tu approches de la peau. Et par contre, c'est là où on a fait des tests tout à l'heure et c'est intéressant parce que le capteur, tu dois changer. Tu dois dire, là, je suis sur de la peau. En fait, c'est une réinterprétation de la température de la peau parce que le superficiel de la peau n'a pas la bonne température. Ensuite, tu peux voir la température de la pièce et donc le capteur, il fait chaud. Il fait chaud dans le studio. Non, mais c'est intéressant. Allez, autre round à présent entre les deux adversaires. On va parler de puissance. Et cette fois-ci, on va avoir un net avantage à l'iPhone, voire carrément, que ce soit pour la puissance et l'autonomie, Google qui est carrément KO. Encore une fois, repartons du début. Même stratégie entre Google et Apple, Tanguy, qui ont designé tous les deux des puces pour répondre chacun à des cahiers, mais des cahiers de charge un peu différents entre les deux géants. Même totalement différent selon moi. La puce de Google s'appelle Tensor. Tensor, c'est littéralement lié à des calculs multivectoriels, donc liés à de l'intelligence artificielle. Google n'est pas dans la course à la puissance brute, c'est pas du benchmark et ça se voit d'entrée de jeu. Hein, c'est-à-dire que le téléphone, il va faire tout ce qu'on lui demande de façon fluide et rapide. Par contre, il va vraiment miser uniquement sur des interprétations d'intelligence artificielle. Certains traitements qui sont un peu longs, mais il l'assume. Oui, bien sûr. Mais c'est pas du tout basé là-dessus. Et là-dessus, de toute façon, ils partent perdants et c'est pas leur intérêt de toute façon de contre-attaquer à la fois des Silicon Apple ou des Snapdragon. Alors, par contre, c'est aussi d'une manière habile de faire une faiblesse une forte. C'est peut-être pas qu'ils ont visé la performance, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Par contre, ça a un vrai impact sur la consommation, parce que la vraie force aujourd'hui des puces d'Apple, au-delà de la performance brute, et on sait que l'iPhone 15 n'est pas équipé de la dernière génération de puces, ils ont que la 16 Bionic, pas la 17 Pro, c'est le rapport consommation énergétique-performance, sachant que, vraie surprise, on va parler de l'autonomie, sachez que le Pixel, il est gravé, le Tensor 3, il est gravé à 4 nanomètres. L'iPhone 15, lui, est toujours gravé à 5 nanomètres. Hein, c'est le 15 Pro qui est gravé à 3 nanomètres. Donc, on s'attendrait à aller plus vite et que ça dure plus longtemps. Vous allez voir que dans les benches qu'on a fait, pas grand-chose. Que ça va beaucoup plus vite sur l'iPhone. Allez, place au bench. Donc, avec des performances brutes en calcul, on a essayé de comparer ce qu'on pouvait. Hein. C'est difficile parce que c'est vraiment deux familles de produits différentes. Sous Geekbench 6, et vous voyez qu'il y a un fossé énorme entre le Pixel et l'iPhone 15 tout court. Alors je ne parle même pas du 15 Pro. C'est 2 fois plus rapide. Christophe, est-ce que ça te surprend de la part de Google ? Oui et non, en fait, effectivement, comme Tanguy le disait, Google a créé son Tensor sur toute la technologie qui est liée à TensorFlow, etc., qui permet de faire du réseau de neurones et ce genre de choses, donc vraiment de travailler autour de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est vrai que ils sont pas bons en gestion thermique. C'est plus embêtant. La gravure est plus importante. Ils consomment plus. Moins importante. 4 nanomètres, elle est moins importante que l'iPhone 15. C'est ça qui est étonnant. Alors, tu disais, ils ont misé sur l'IA. Quels sont les vrais points de différenciation que tu sens quand tu passes d'un iPhone je vais y arriver, au Pixel en matière de réactivité? On sait qu'ils sont très forts, par exemple, tout ce qui est reconnaissance vocale et dictée vocale, par exemple. En fait, la réactivité globale de l'appareil est similaire à l'iPhone, pour être tout à fait transparent. C'est-à-dire qu'en usage quotidien, même dans du jeu vidéo gourmand, hein, le smartphone, il va s'en sortir très bien. C'est pour ça que je dis que les benches ne rendent pas honneur en fait, à la réalité du terrain. Cela étant dit, pour tout ce qui est lié à l'IA, c'est une gestion transparente. Pour moi, un outil technologique, et c'est comme ça que moi, c'est pour ça que, par exemple, j'aime beaucoup ma voiture et que j'aime bien le Pixel, c'est qu'un outil technologique, la technologie, c'est un outil qui est au service de l'homme de façon globale et transparente. Et moi, quand je prends mon Pixel, par exemple, et que j'arrive dans ma voiture, il va me suggérer, tu remarqueras qu'ici, moi, j'ai pas d'application, en fait. Les applications, c'est que celles qui me sont suggérées automatiquement. J'arrive dans ma voiture, il va me proposer... C'est vraiment l'intelligence artificielle. Il va me proposer Google Maps parce qu'il sait que j'arrive dans ma voiture. Quand j'arrive, je sais pas moi, quand je fais mes courses... Push. Comment ? C'est du push.
C'est-à-dire Ça te pousse automatiquement les applications Ah oui, qui sont dans celles l'environnement. dont je me sers, soit quotidiennement ou soit de façon relativement logique. J'arrive dans mon centre commercial dont je tairai le nom, il va me proposer l'application du centre, et comme j'écoute de la musique en général, à côté, il va mettre mon application de musique, et en fait, ça m'évite des actions, et ça va dans le sens de ce que propose, quand je dis que je suis pro user, c'est pour ça, et sur l'IA avec la dictée vocale, où tu parles naturellement, il te met les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation, il n'a pas besoin de dire bonjour Olivier, virgule, comment ça va aujourd'hui, point d'exclamation, non, il le fait, il écoute le son de ta voix, il le fait automatiquement, tu appuies sur envoyer, ou tu dis envoyer, il reconnaît si c'est de l'anglais, du français tout seul. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que, effectivement, tu sens que c'est baigné dedans, littéralement H24, et que, en fait, moi, en tant qu'utilisateur qui veut juste aller rapidement sans avoir à passer par des étapes supplémentaires, ça le fait de façon transparente. Laurent Christophe, c'est ce que vous appeliez dans des précédents numéros d'On refait le Mac, de l'intelligence artificielle transparente, ou c'est ça, ou invisible? Invisible, ouais. Oui, et c'est celle qu'on a envie de voir, et moi c'est celle à laquelle je crois, quoi. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre Google et Apple, c'est que Google, quand ils font une conférence, ils en parlent 143 fois en 2 heures. Il y a Un fonds de commerce. malgré parce que derrière il y a tout un autre travail. Il y a aussi tout le fait qu'ils vendent des serveurs, il y a le fait qu'ils vendent, d'ailleurs ça s'appelle les Tensor, parce que un des logiciels existe d'ailleurs, ça s'appelle TensorFlow, tu vois, donc c'est tout un les puces s'appellent TPU. Parce que tu vois, c'est pas des GPU, c'est pas des Apple les appelle Neural Engine, mais eux c'est des TPU. Et donc en fait c'est ce qu'ils font. Mais oui, c'est ce dont on a besoin. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire qu'il y a le même widget sur iOS depuis 2 versions déjà, et je me rends compte que ce widget il fait presque peur, quoi. Tu vois, et c'est là où tu te rends compte qu'on est prévisible. On est prévisible sur. Il te pousse systématiquement l'application dont tu as besoin. Oui, il te propose 8 applications. Regarde, on voit celle de Christophe notamment sur le Teams. Ouais, mais Est-ce qu'il te propose ça, parce que c'est un peu flou, on voit pas très bien, Christophe? Là, en fait, ce sont les suggestions de série, tout simplement, en fait, et c'est complètement contextualisé. Et puis, tu as effectivement, comme le disait Laurent, un tas de widgets qui vont, durant ta journée, t'accompagner. Et, régulièrement, j'ai envoie un message à Olivier, envoie un message à Laurent, fais ceci, fais cela. Et donc, en fait, il te suggère, et souvent, c'est très juste. Authentiquement, en fait, c'est très juste. Ouais, quand j'arrive le matin au studio, quand je passe devant le parking, il me propose automatiquement l'application du parking pour ouvrir la porte, ce qui est assez pratique. Exactement. Il démêle à la maison pour ouvrir le système connecté des clés. De manière générale, je lisais toujours sur les numériques, la dictée vocale était de loin, je cite, la plus impressionnante de la langue en langue française du marché. La reconnaissance des mots est impeccable, je cite toujours, même si on parle très vite comme moi, ce qui n'est pas peu dire. Chantez-moi aussi. Oui, et les traductions en temps réel, on sait que Siri en langue française doit encore faire des progrès notamment. Mais quand même un bémol de l'ensemble des testeurs du Pixel 8 qui considèrent que Apple, c'est freudien. Google a été petit bras parce que la plupart des killer features en matière d'IA, eh bien, on les a mis plutôt sur le Pixel 8 Pro qui sont là, c'est bien ça. Certaines features, d'ailleurs, qui ne sont pas encore arrivées, ce sont des features qui vont arriver, qui sont pour l'instant réservées au 8 Pro. Je pense à notamment, Video Boost, qui va permettre de faire de la vidéo avec de la night sight, de la vision de nuit. Le zoom amélioré. Zoom enhanced. Voilà, exactement. Ça, effectivement, c'est réservé aux pros. Je ne sais pas trop jusqu'où ça va aller, parce que Google a pour habitude de d'abord sortir des choses sur les pros. Enfin, sur les pros, en tout cas sur les dernières versions, et après les rendre rétro-compatibles avec les anciennes versions via mise à jour qu'on appelle les feature drop, à voir comment ça va se passer. Mais de toute façon, moi, quand je conseille un produit ou quand je prends un produit, je ne me base pas sur les promesses, mais je me base sur le concret et l'actuel. Parce que sinon, on connaît, par exemple, moi, en tant qu'utilisateur de Tesla, le FSD, je l'attends encore. FSD, c'est donc le système de bip, enfin, ça? Non, le pilotage. Le pilotage 100% tu du peux départ. Tu peux encore l'attendre quelques années. On parle beaucoup aussi du mode Magic Edition, qui est une sorte de retoucheur d'image intégré, qui est réservé au Pixel Pro. Là, c'est encore une fois, alors que c'est la même puce, la même puissance, une volonté marketing de sectoriser la gamme. Il me semble que Magic Editor, même j'en suis quasi certain, non, il est sur le Pixel 8 aussi, le Magic Editor. Et oui, c'est en gros, il utilise du machine learning pour soit recomposer tes photos. J'ai 2-3 exemples en tête parce que moi je l'ai pas mal utilisé. Concrètement, j'ai pris une photo de mes 2 filles. Il y en avait une au premier plan, une à l'arrière, on voyait juste ses jambes. Et bien il m'a proposé de remplacer ses jambes par la suite du drap.
parce qu'elle en fait, elle n'a rien à faire là. Il a changé la lumière, il a appliqué un flou progressif, mais un flou qui est au-delà du mode portrait. C'est-à-dire que là, c'était vraiment super bien fait. Ouais. Ou un deuxième exemple très rapidement, une voiture avec un ciel bleu, je choisis de mettre une heure dorée, par exemple, à la place du ciel bleu, eh bien, non seulement il applique l'heure dorée, mais en plus, toute la luminosité de la photo change avec les reflets sur la voiture qui vont changer, et ce genre de choses. Donc ça, c'est drôle, c'est amusant. Je ne sais pas jusqu'à quand la plupart des humains normaux vont s'en servir. En tant que power user, moi, je m'en sers de temps en temps. Donc avantage en matière d'IA tout de même pour le Google, avantage d'Apple en matière de performance, avantage d'Apple également en registre de l'autonomie. Regardez ce slide qui par contre fait mal. Là, je me base sur les infos de constructeurs. 4575 mAh du Pixel 8 contre 3349. On se dit, le Pixel va exploser l'iPhone. Logique. Il est gravé en 4 nanomètres. Il est moins puissant, donc il devrait exploser l'iPhone. Eh bien, regardez les benches. Eh bien, pas du tout. Là, c'est encore une fois des chiffres communiqués par nos amis du numérique. L'iPhone 15 tient 18 heures en moyenne une journée. Ça fait presque une journée pleine. 11,6 heures le Pixel 8. Et là, ça a un vrai problème quand même. Alors, autant... C'est une énorme différence, c'est presque un peu double. C'est une énorme différence, mais il y a quand même 2 points très importants à prendre en compte. C'est qu'en fait, chez les numériques, quand on fait des tests labo, on fait des protocoles qui sont stricts et qui ne prennent pas en compte notamment des notions de machine learning ou bien d'habitude. C'est-à-dire qu'on va faire des tests visor qui vont lancer des protocoles qui sont codifiés et qui sont surtout scénarisés, mais strictement pour un test. Un truc dont on se rend compte en tant qu'utilisateur, c'est qu'en utilisant un Pixel, et c'est le cas depuis le Pixel 4, je dirais, qui avait une très mauvaise autonomie au départ, eh bien, elle s'améliore assez drastiquement. Donc, en fait, il faut quand même prendre de la distance vis-à-vis d'un test. C'est quand même un énorme écart. Ouais. Là, c'est un écart d'une heure et demie, mais là, c'est du simple au double quasiment. Alors, rassure-toi, il y a quand même un bon point au niveau des performances du côté du Pixel. Regardez cette réaction de Mano sur Twitter ou sur X. Les iPhones viennent de passer au Wi-Fi 6E, et encore, c'est l'iPhone 15 Pro, tandis que le Pixel, eux, sont déjà au Wi-Fi 7. Donc là, ils rigolent pas chez Google. Regardez, on a fait un petit speed test tout simplement via parce qu'on a la chance d'avoir une super connexion ici au studio dont on refait le Mac. Regardez, l'iPhone 15, il plafonne en ascendant à 405 mégabits par seconde, ce qui est déjà pas mal, c'est du Wi-Fi 6, en 639 en descendant, ce qui est vraiment, on est encore loin du 1 giga. Par contre, le Pixel 8, alors qu'on n'a pas un réseau Wi-Fi 7 ici, peu de gens l'ont encore des réseaux Wi-Fi 7. Je pense que personne ne l'a. Voilà, on a un 6E qui est la toute dernière génération. En ascendant, regardez, ça va même plus vite qu'en descendant, on est à 900 mégabits par seconde et 889 en descendant. C'est remarquable de ce côté-là. Christophe, tu voulais réagir ? Oui, réagir sur 2 choses. En fait, je voulais juste revenir sur la partie consommation au niveau batterie, parce que en réalité, oui, tout à l'heure, en fait, j'ai parlé de 3 nanos du côté d'Apple, mais effectivement, c'est sur la gamme Pro. Par contre, effectivement, même si la gravure en fait n'est pas inférieure du côté de Apple, il y a quand même en fait quelque chose qui s'appelle le TDP qu'utilisent en fait les industriels pour la gestion thermique des appareils. C'est la dissipation thermique qu'ils doivent réaliser en fait pour faire en sorte que ça devienne, que ça devienne utilisable. Et du côté du 15, de l'iPhone 15, on en est à 7,25 watts à devoir dissiper. Du côté du Google Pixel 8, on en est à 10 watts à devoir dissiper. Donc, quoi qu'il advienne, on est dans une situation où effectivement, il y a plus de gestion thermique à faire du côté du Pixel 8, et ça indique le fait que ça consomme plus d'énergie. Ouais. Donc ça, c'est une chose en plus de... Donc c'est vraiment pour répondre à cet aspect batterie. Et puis évidemment, du côté du Wi-Fi 7, donc oui, le Wi-Fi 7, c'est une nouvelle norme dont on parle en fait déjà depuis l'année passée, mais qui était très conceptuelle, qui va être la norme en fait pour l'année prochaine, réellement, et ce qui explique en fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont déjà des points d'accès en fait en Wi-Fi 7. Par contre, le Wi-Fi 7, c'est super intéressant parce que ça va aller de 4 à 5 fois plus rapidement que le Wi-Fi 6 dont on dispose aujourd'hui, ce qui va être équivalent à la même... Ça va être, si tu veux, quand on est passé du Wi-Fi 4 au Wi-Fi 5, c'était exactement la même chose en fait que quand on va passer du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 7. On va voir autant de différences en termes de bande passante, et donc c'est très bien vu de leur part en fait d'avoir intégré un Wi-Fi 7 dans leurs nouveaux appareils. Oui, et on l'aura dans 2 ans ou 3 ans chez Apple, le Wi-Fi 7. La réaction de Mano, tu vois, c'est moi qui le dis. La réaction de Mano à nouveau, moi, c'est vrai. Attends, Apple, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Apple est mauvais sur ce plan-là. Ah non. Le Wi-Fi 6, on a eu 2 problèmes. Il arrive tard, et en plus, parfois, il est buggé. Il est buggé sur les Mac, pas sur l'iPhone, mais sur les Mac, il est buggé. Ce que je veux te dire, c'est, tu vois, c'est pas...
Apple est pas bon là-dessus, quoi. Il faut pas essayer de. C'est pas bien compliqué, c'est pas des composants à eux, donc ils n'ont pas grand-chose à faire. Réaction de Mano à nouveau. Moi, c'est vraiment l'écosystème Apple qui me coupe l'envie de switcher et la qualité des appareils Apple en général. C'est une prison dorée, hein, comme tu disais tout à l'heure en préambule, comme l'appellent certains, me convient parfaitement. Cette prison dorée, comme l'appellent certains, me convient parfaitement. Mais c'est sûr que le jour où il faudra changer de crèmerie, ça va être très difficile. De la prison dorée, on en parle tout de suite. Alors, est-ce que l'écosystème d'Apple est certes votre écosystème préféré, vous qui nous regardez chaque semaine, mais est-ce que ce n'est pas une prison dorée? Regardez, c'est beaucoup de réactions, énormément de réactions sur ce sujet-là, sur X, notamment de Nico M. Quand on a plusieurs produits Apple, iPhone, iPad, Mac, c'est ce qui te faisait peur tout à l'heure, ça devient très compliqué de changer, hein, c'est la stratégie de Tim Cook. Hein. J'ai même mis ma SIM de boulot dans mon iPhone perso pour ne pas utiliser les smartphones Android fournis par ma boîte. Autre réaction sur X de JetB, très franchement, le Pixel 8 Pro est plus réussi que l'iPhone 15 Pro Max, surtout la partie IA. Mais honnêtement, je ne pourrais pas me passer de Face ID, Apple Pay, Andolph et tout l'écosystème iCloud. Mais oui, c'est le seul avec le Z Fold 5 qui me ferait repasser sous Android. Je sens que Laurent s'énerve. Laurent ? Non. C'est ce qu'il dit. Hein, non, mais bien sûr, il a raison de le dire. Moi, je suis d'accord sur la prison dorée, et cette prison dorée, elle me plaît. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. Non, mais... J'aime m'auto-flageller. Non. L'écosystème Apple, c'est quelque chose de kiffant. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'étais en train de bosser. J'ai besoin d'envoyer un message tu vois, à nos partenaires. Tu fais un copier sur le téléphone, tu le colles sur le Mac, tu prends quelque chose du Mac, tu l'envoies sur le téléphone, cette bascule de tous les devices qui fonctionnent, un appel, il sonne sur l'un, il sonne sur l'autre, tu prends, hier tu m'as appelé, j'étais en train de cuisiner, tu as rigolé, j'avais ma montre, j'avais l'iPad devant les yeux, j'ai répondu sur l'iPad, alors tu m'as appelé sur mon téléphone en compliqué, hein. Non mais c'est parce que tu cuisinais qu'il rigolait, Laurent. Oui. C'est surtout ça. Merci, Christophe. Mais ce que je veux dire, c'est ce confort, je l'adore. Ok, ce confort, je l'adore. Mais si je non, il n'y a pas de mais. Ce confort, j'ai pas envie de le quitter. J'aime pas Android. Il y a, tu vois, dans l'ordre des OS, il y a Windows. Là, ma femme a dû passer parce que ça n'existe que. Quand même pas. Oui, elle est sur Windows 11. Non. J'ai regardé Windows 11, mais c'est imbitable, quoi. C'est imbitable. Bon. Tu as la météo en bas à gauche, tu as d'autres infos en bas à droite. Il n'y a rien de cohérent. Donc, dans l'ordre, ce que je déteste le plus, c'est Windows. Après, il y a Android. T'as toujours allumé pour éteindre ou pas? Ouais, non, c'est facile. Démarrer pour éteindre. Mais si je devais avoir, un peu ce qu'on disait avec Tanguy tout à l'heure, si je devais avoir un Android, je pense que je me poserais la question entre un Samsung et un Pixel, parce que, et c'est vrai que le Pixel, il est dans son jus. C'est celui qui marche le mieux avec Android, parce que c'est eux qui le font. Oui. Donc, il n'y a pas de non, mais il n'y a pas de couche de sur-couche, de sur-sur-couche. Ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation à Google. Non, et ils sont sûrs que ça va fonctionner. Ils sont sûrs que ça va bien fonctionner, parce qu'il va au moins être codé là-dessus. Donc, il y a une cohérence dans le téléphone Pixel sur Android. Cette courte intervention... J'ai deux choses à dire en réaction à ce que disait Laura à l'instant. Premièrement, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont copiées à gauche, à droite. Il y a une chose qui a été copiée chez Android dans les dernières années, c'est la fluidité entre les différents appareils. C'est-à-dire que moi, si jamais je copie du texte sur mon téléphone, je peux aussi le coller sur mon ordinateur. Hein. Ça marche de la même façon qu'avec iPhone. Ça s'appelle le partage à proximité, et c'est devenu maintenant transversal aussi avec un smartphone Android, exactement comme sur Apple. Et pareil pour les appels. Pareil sur dans le même environnement. Je suis obligé d'installer quelque chose sur mon Mac si je veux faire ça. Alors, j'imagine. Ah, PC. Voilà. Aujourd'hui, alors sur PC, effectivement, c'est une fonction qui est arrivée a posteriori, c'est arrivé l'an dernier. Et oui, tu dois installer le truc qui s'appelle partage à proximité. Mais une fois que tu l'as installé, c'est bon, ça fonctionne de façon transparente, ça apparaît dans ta notification de façon transparente. Deuxième point sur le côté imbitable de Windows 11, là, je suis obligé de réagir pour un point. C'est-à-dire que moi, j'ai au boulot, moi, j'ai un Mac M2, un Mac Pro, un MacBook Pro M2. Tu vois Non, mais attends, mais moi, il y a des choses qui m'ont paru aussi totalement hors sol. Imbitable. Je te donne deux exemples concrets. Je crois pas. Attends, je te donne deux exemples concrets. Je crois pas. Premier exemple, c'est que personnellement, moi, quand j'utilise le touchpad, je l'utilise en défilement naturel. Donc quand je pousse, je veux que la page défile vers le bas. Ouais. D'accord ? Par contre, quand j'utilise la souris, j'utilise en défilement de l'autre sens. Ouais. Quand je fais vers le bas, je veux que ça descende. Sur Mac, tu ouvres le truc, tu actives l'inversion sur le touchpad, ça te l'active aussi
sur la souris. Tu as les deux. Mais qui utilise une souris? Le pad d'Apple, il est tellement bon. Bah oui, mais parfois au travail, tu as besoin. Enfin, personnellement, moi, j'ai besoin de mon clavier et de ma souris pour certaines tâches plus rapides. Moi, j'ai un clavier et un trackpad. Voilà, mais voilà. Donc, Externe. en fait, Il n'utilise plus de souris. Quand tu vois la souris d'Apple. Là, ce qui est intéressant, c'est que Je ramasse tes affaires. C'est moi? Oui, c'est rien. Tu es en train de casser le matériel, mais c'est pas grave. Ah, je suis vraiment désolé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi, je peux comprendre qu'on n'aime pas Windows 11, mais moi, il y a des choses qui m'ont aussi, je me suis dit, mais c'est pas logique par rapport à une fluidité d'Apple qui se veut de façon transparente. Et deuxième petit point, là, c'est du détail aussi, mais c'est quand tu veux réorganiser des fenêtres, c'est aimanté, ça fonctionne bien. Par contre, moi, j'ai des écrans 4K, et quand je commence à glisser, et que je maintiens et que je glisse ma fenêtre quelque part et que j'arrive en bout de course du touchpad, eh ben, la fenêtre elle s'arrête. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est pareil. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est un des rares endroits où j'ai un logiciel en plus sur l'OS. Parce que moi j'ai dû payer 7 € pour avoir le truc qui fait que l'inversion fonctionne. Hein. Voilà. Chez Apple. Donc bon, j'étais juste parce que comme tu étais un peu dans l'attaque, je me suis dit il faut que je me défende. Tu as raison. Il fallait On est là me pour défendre ça. pour le coup. Christophe, une réaction? Ou deux? Moi, je comptais les points. D'accord. Donc, voilà. Petite réaction. Dans le centre. Oui, Christophe. Non, pas de réaction particulière, sinon que oui, très, très clairement, je n'imagine pas aujourd'hui ma vie sans l'écosystème, enfin ma vie numérique, on s'entend bien, sans l'écosystème de Apple, parce que je rentre à la maison, en fait, comme tu disais, directement Siri me propose d'ouvrir le portail, je rentre dans la maison, j'ai commencé un film sur Apple TV+, je le termine sur mon Apple TV, quelqu'un sonne à la maison, ça apparaît en notification sur mon Apple TV. Je peux utiliser mon téléphone en fait comme télécommande pour mon Apple TV. Il est verrouillé là. En fait, pour les caméras de la maison, ce qui s'est passé. En même temps, il y a Shortcut en fait qui a déclenché une action parce qu'il a reconnu telle et telle chose. Enfin, c'est voilà quoi. J'ai beaucoup d'empathie en fait pour les gens qui ne sont pas dans cet écosystème. Alors, juste pour te dire que littéralement chaque point que tu viens de citer, je le fais chez moi avec mon téléphone Android, ma maison connectée chez Google et mon téléviseur Android TV. Avec autant de facilité. Ah ben je te fais une vidéo en rentrant chez moi. C'est aussi plug and play ou il faut bricoler un petit peu? Ah non, il n'y a rien à faire. Ma télécommande, regarde, elle est juste ici si je veux la lancer manuellement, mais pareil, elle n'a pas toute seule. Toi, là, je ne suis pas connecté, je ne suis pas chez moi. Mais c'est tout à fait de la même chose. Et quand je lance une vidéo. Moi, ma télécommande ici, je peux commander chez moi d'ici. Alors moi, je pense que je peux aussi, mais j'ai pas essayé. Mais je pense qu'aussi. Mais j'ai pas essayé. Mais par contre, concours j'adore les débats comme ça, passionnés. Mais tout à fait de façon transparente. Oui, quand je regarde une vidéo sur Netflix, par exemple, sur mon téléphone, et que j'arrive chez moi et que je demande juste à Google, je vais regarder la suite de Stranger Things, il va me mettre sur ma télévision la suite. Tu vas marquer des points là. Regarde. La suite au moment Stranger Things, là, le petit sourire à la commission d'élèves de Christophe. Au moment précis où j'ai mis pause sur mon téléphone alors que j'étais au boulot 2 heures avant. Donc oui, ça marche de façon aussi transparente. Mais après, rendons à César ce qui appartient à César, c'est que c'est Apple qui a initié tout ça. C'est Apple qui a initié tout ça. Et ça, c'est de la copie, c'est ce que j'appelle de la bonne copie, comme il y en a dans les deux sens. C'est bien. Tu sais ce que disait Picasso? Non, mais tu vas me le dire. Picasso dit à cette phrase magique, et il dit: les mauvais artistes copient, les bons artistes volent. Exactement. Chez Apple, ils connaissent aussi le concept. Là, on a niveau dessus. Ouais. Alors, une réaction sur Twitter de Léanique, sur X, de Léanique Petit-Pierre, Léanique Pépé. Hello, étant l'utilisateur quotidien des deux plateformes, je connais leur qualité et limite. À l'identique, mon métier se partage entre Windows et macOS. Je me suis passé de PC pendant un temps grâce à Bootcamp. Dans mes usages, j'ai besoin des deux, ou presque, quotidiennement. Donc voilà, lui, il veut pas choisir entre papa et maman. Une réaction de Yann Solo également sur X. Quand je pense à la synchronisation avec Cloud, les iMessage, FaceTime, les divers achats d'apps ou de contenu, le partage de photos, les diverses fonctions que l'on a en combinant à son Mac, Apple TV, Apple Watch, AirPlay et surtout AirDrop. C'est vrai qu'AirDrop, c'est assez génial. Ça commence à faire pas mal d'arguments, bien sûr, en faveur d'Apple. Donc je crois que et là Apple a réussi vraiment à verrouiller beaucoup de ses utilisateurs par son écosystème, et c'est ça qui te fait peur, parce que je suis sûr que si tu t'y mets, tu vas sombrer. Alors moi je pourrais pas trouver parce que je suis un gamer, donc à partir de là ça me boot hors d'Apple. Mais par contre tu vois tout ce qu'il dit là, au départ c'était vrai, mais aujourd'hui c'est plus vrai. Ce qu'il vient de citer, tout ce qu'il vient de citer, on peut le faire aujourd'hui avec Android, mais effectivement
les gens ne le savent pas et c'est normal. Alors regardez, il y a une question très intéressante sur X de Gennaro. Pensez-vous réellement que Google honorera le support de leur champion pendant 7 ans Marquis Brownlee ou F2D en doute. Quid de la reconnaissance faciale également by Google, déjà détournée et détournante par un frère et une sœur. Alors on va plutôt répondre à la première question parce qu'on a répondu à la seconde déjà. On ne l'a pas dit, mais c'était presque pas beaucoup souligné lors de la keynote de Google. On ne dit pas keynote chez Google, mais l'event chez Google, qu'effectivement, ils ont un support de 7 ans. C'est plus qu'Apple aujourd'hui. Hein. Ouais, mais en fait, tu y crois parce que tu as vu les youtubeurs américains. Ouais, alors moi, je regardais les vidéos de MKBHD, c'est pas qu'il en doute, c'est qu'il espère que ça va tenir. Par contre, effectivement, Dave2D, lui, il en doute sincèrement. Mais par contre, dans la communication de Google, ils ont récemment aussi déclaré que une des raisons de l'augmentation de prix des Pixel 8 et 8 Pro, c'est justement pour pouvoir maintenir un matériel qui permet d'avoir... Là, je rigole. Hein. Non mais attends, non, je te dis juste que... Enfin, je te dis pas que le prix qui augmente est justifié. Je te dis juste que l'augmentation du prix, selon eux, sert aussi à maintenir du matériel pour pouvoir tenir pendant ces temps. Ils se sont engagés à tenir pendant ces temps. Très honnêtement, je vois pas comment tu peux revenir en arrière là-dessus. Alors, habile transition, justement, des prix, on va en parler. Google n'écrase plus les prix cette année. Google avait créé l'année dernière l'événement avec le Google Pixel 7 en cassant les prix. L'an passé, l'ancien modèle était facturé seulement 649 €. C'est un énorme écart de prix, 370 € par rapport à l'iPhone 4, facturé à l'époque 1019 €. C'est un écart énorme. Alors, réaction sibylline de Stéphane Becquet. Bonjour la team On refait le Mac. Quel est le volume de vente France ou monde du Pixel précédent? Ils ont cassé les prix l'année dernière. Ça s'est vendu ou pas? Ça s'est peu vendu, les pixels de toute façon. C'est-à-dire qu'on en voyait un peu plus dans la rue. Je crois que c'est la première fois que je voyais des pixels Autopark dans ma propre famille. Oui, grosse campagne de pub. Il y a eu pas mal de pubs. Là, je pense que c'est d'autant plus. Il y a eu d'autant plus de marketing. Mais oui. Quand je regardais le match de rugby là récemment, effectivement, j'ai vu. Ça fait mal. Non, pas oui, je sais. Mais en tout cas, il y avait un spot de pixels dedans. Et j'ai été surpris de voir ça, ce qui était inimaginable l'année dernière. Mais non, je pense pas que Google ait vendu beaucoup de smartphones. Peut-être une réponse pourquoi les prix augmentent cette année, parce que l'argument prix ne suffit pas. En tout cas, il ne communique pas sur les chiffres de vente, mais a donné quelques pistes lors de son event la semaine dernière. Il se félicite qu'au Japon, la part de marché de la marque de Google serait passée de 2% au second trimestre 2021 à 12% au second trimestre 2023. Selon Night2Fi Google, c'est la version Google de Night2Fi Max, c'est probablement la meilleure année de Google Pixel avec une estimation de 10 millions d'unités écoulées. Bon. Christophe, 10 millions d'unités écoulées, c'est même pas... C'est quoi? C'est 15 jours de vente d'un iPhone? Un quart d'un trimestre de Apple. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pixels. Moi, j'en ai plein à mon écran. Je vous laisse réfléchir. Oui, c'est magnifique, bravo. Voilà, bon, on arrête l'émission. On arrête, on s'en va. Après ça. Effectivement, oui, ça représente 10 millions. C'est à comparer, en fait, à 40 millions d'iPhone vendus en un trimestre. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ouais, on est sur un produit de niche. Donc moi j'aurais tendance à dire, pour être un peu provocateur, mon cher Tanguy, que Google non seulement n'est pas dans le top 5 des ventes, mais que le Pixel c'est un bid, quoi. Oui, alors je ne sais pas si c'est un bid. Quand on a la force marketing à Google, bordel. Justement, la force marketing de Google n'était pas très présente, je trouvais, sur les présentes générations. Partout l'année dernière, il y avait des pubs partout du Pixel 7, 649 €, 340 € d'écart avec l'iPhone, 370 € d'écart avec l'iPhone. Et ils en vendent moins de 10 millions. Moi, je pense que c'était le début, tu vois. Moi, je pense que le marketing, il va être beaucoup plus présent sur le 8. À force, ça va finir par marcher, mais... Mais même en termes de marketing, tu vois, effectivement, tout ce que j'ai vu comme pub du Pixel, moi, c'était sur les abribus, en toute honnêteté. Et à part ça, je les ai prises en photo, tellement j'avais été surpris, d'ailleurs, de voir des pubs pour du Pixel. Le métro, il y en avait partout aussi. Ouais, c'est vrai, je prends pas trop le métro, mais ouais. Alors du coup, cette année, vous l'aurez compris, Google fait machine arrière, augmente ses prix, alors qu'Apple les baisse, c'est le monde à l'envers. Regardez, à partir de 799 € pour le Pixel 8 en 128 Go, donc un écart de 170 € avec l'iPhone. Alors je me perds un peu dans mes notes. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Un écart de 170 € avec l'iPhone cette année qui s'est pas mal resserré puisque l'iPhone a baissé sous les barres des 1000 €, 969 €. C'est ça pour le 128 Go. Donc voilà, l'écart est plus important si on passe aux 512 Go entre l'iPhone et le Pixel. Moi, je comprends pas trop ces stratégies. Tu vois, monsieur spécialiste des prix, on sait qu'il y a des taxes Apple, tu les étudies chaque année pour nous, pour On refait le Mac. Comment tu interprètes cette politique tarifaire de Google assez surprenante? Alors, je pense qu'ils n'ont pas besoin de gagner d'argent sur du hardware, ils peuvent quasiment à perte. Je pense qu'il y a un double effet qui se coule. Je pense qu'il y a le fait que
les iPhone 15 et 15 Pro sont des évolutions incrémentales sans gros changements, avec un marché qui s'est vachement complexifié, avec une perte de pouvoir d'achat. Et je pense que Apple a voulu, donc ils ont maintenu les prix aux US et le fait qu'en France, on ait un taux de change qui soit avantageux, ça a fait une baisse de prix pour Donc nous. il devrait baisser aussi chez Google. Je te parle Là, ça d'Apple. Ça, c'est le premier effet. Et c'est une volonté d'Apple de ne pas avoir touché là-dessus. De l'autre côté, je pense qu'il y a une volonté de Google qui ne gagnait pas d'argent sur ses téléphones. Le but, c'était juste de prendre d'occuper du territoire. Prendre des parts de marché. C'était un peu ce qui leur était reproché. Mais je ne sais pas si tu as fait attention. Le comportement de Google sur les quelques dernières années, il est très très dur. Hein. Tout a augmenté. Hein. Regarde le nombre de pubs qui ont été rajoutées sur YouTube. Ils ont rajouté un nombre. Les prix des abonnants. J'avais hier notre camarade Lucas Parlefin qui me racontait combien son audience avait été multipliée, par combien a été multipliée en un an, c'est-à-dire x2. Et combien sa rémunération avait été. Et tu te dis, mais Google, vous faites quoi Parce qu'on sait, nous, en plus, à l'usage, par ceux qui nous suivent, ils nous disent, et quand nous, on regarde sans passer par le premium, le nombre de pubs a augmenté. Il y a quelque chose, on se fait tous carotter globalement quelque part. Donc il y a un vrai problème. Et ça augmente partout. Et donc je pense que ces téléphones pour lesquels ils ne gagnaient pas d'argent, et ils s'en foutaient de gagner de l'argent, parce que l'idée, c'était qu'ils aient un terrain de jeu à eux, c'est-à-dire qu'ils aient leur téléphone Android, ils ont dit, maintenant c'est fini, on veut. Et donc ils ont augmenté finalement lentement ces prix. Alors ils justifient par, on veut le support pendant 7 ans, on veut tout ça. Ok, très bien. Ça, c'est la justification. Bien sûr. Mais derrière, je pense que ça a plus à voir côté Google. Et je pense, moi, je veux dire, mon analyse, tu m'as posé la question, tu en penses quoi, Laurent ? Ce que j'en pense, c'est que Google a peur. Je pense que Google est très inquiet sur l'avenir. Pour la première fois de son histoire, Google est dans une situation où il y a une crainte, il y a une fragilité quelque part. Par rapport à ChatGPT, c'est ça ? Par rapport à tout, par rapport au fait à GPT, par rapport au fait que on pourrait leur interdire d'être le navigateur de référence ils donnent 20 milliards de dollars à Apple, mais ça veut dire que derrière, s'ils donnent 20 milliards, ils en gagnent certainement 100. Ouais. Et donc du coup, il y a une fébrilité sur plein de sujets chez Google aujourd'hui. Bien, je vous propose qu'on passe à la question de la semaine. Alors d'abord, on va revenir sur la question de la semaine dernière, Laurent. Tout à fait. Donc la semaine dernière, on avait posé une question qui était la suivante, je vous la rappelle. Souhaiteriez-vous qu'Apple propose un jour une version d'iOS qui permette d'offrir un mode bureautique comme l'iPad avec Stage Manager ou encore le Samsung Dex ? Et donc, je devais choisir une réponse. Et comme vous me connaissez, choisir, c'est renoncer. Donc, je n'ai pas été capable de renoncer. Donc, j'en ai choisi 2. Et vous allez voir pourquoi j'en ai choisi 2. Et il y en a une, c'est à cause de toi que je l'ai choisi. Donc, je lis la réponse donc de Kant 1M. Donc, est-ce que c'est Quantim ? Est-ce que c'est... voilà. Donc, pour la question de la semaine, Apple proposera peut-être un tout-en-un quand les ressources nécessaires à la fabrication des produits électroniques deviendront trop onéreuses du fait de leur raréfaction et d'un recyclage des matières premières trop peu rentable. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que tu dis, jamais Apple ne fera ça, parce que s'il faisait ça, ça viendrait cannibaliser, les produits se mangeraient les uns les autres, et Apple ne le veut pas. Mais je trouve que la proposition qui est faite, de se dire, finalement, c'est peut-être dans la contrainte, et tu sais que cette phrase en italien que j'aime beaucoup, qui est il bisogno fa l'ingegno, donc c'est quand tu retournes dans le besoin que tu dois être créatif, et peut-être qu'Apple sera créatif à ce moment-là. Donc j'ai retenu celle-là, j'en ai retenu une autre, parce que, tu vas voir, oui pour un mode bureautique, et juste c'est Sébastien 85-490 qui l'a choisi, oui pour un mode bureautique comme Dex par exemple, et c'est là où il ajoute quelque chose, et c'est assez vrai ce qu'il dit, déjà aujourd'hui quand on branche un iPad Pro sur un écran USB-C muni d'un clavier et d'une souris, on se retrouve avec une petite station de travail de dépannage. Pourquoi ne pas avoir la même chose avec l'iPhone ? Le hardware le permet. Reste à Apple de prendre la décision de proposer ou pas ce mode. Et il a raison. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Tanguy, ça va dans le sens de l'histoire. Et Google ne le propose pas non plus avec le Pixel, mais ça va encore une fois dans le sens de l'histoire. Oui, et d'ailleurs, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est vraiment une extension que j'adore. Les premiers à l'avoir fait, c'est le mode continuum des Windows Phone. Oui, les Windows Phone. J'adorais l'interface des Windows. Il fallait acheter, il y avait un petit bloc à acheter à part, c'était pas encore transparent, mais ça fonctionnait de façon plutôt correcte, ça faisait le taf. C'était sur des smartphones qui étaient relativement peu puissants. C'est super l'interface des Windows Phone, franchement. Ouais, c'était cool. Le mode sombre, il était là avant, la traduction hors ligne, elle était là avant, les cartes hors ligne étaient là avant. Ils ont gardé une partie de cet ADN, Microsoft.
Et donc, juste, je vous l'ai dit, hein, ma femme elle n'a pas le choix, elle voulait un Mac et en fait, elle a un logiciel professionnel qui ne fonctionne que sur PC. Et donc, elle a acheté, pour moi, le meilleur PC au monde, qui est la Surface Pro. Ouais. J'adore la Surface Pro. Mon ancien patron a essayé de me faire revenir au monde PC. Il m'a dit, je vais te faire revenir au monde PC. Il m'a filé la Surface Pro et en fait, j'ai détesté Windows. Donc, j'ai essayé... En fait, tu aimes le hardware, mais tu n'aimes pas le J'adore le hardware du Surface. Je trouve que c'est ce pied qui s'incline en natif, ce truc et ça. Juste pour info... Le patron du hardware qui a quitté Microsoft, d'ailleurs. Panos Panay. Ouais. Et chez Alexa, c'est ça, chez Microsoft chez Amazon, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'ils avaient déjà inventé ce concept de tablette qui avait une puissance, qui avait une puissance donnée. Et quand tu l'as branché, tu récupérais un clavier, mais aussi une partie de la puissance, et donc d'avoir un ordinateur beaucoup plus puissant. Donc c'était original de te dire qu'il y avait deux parties du processeur qui étaient séparées entre la portabilité et... Je pose la question de la semaine. Allons-y. Et vous répondez exclusivement sur Et vous YouTube. répondez dans les commentaires YouTube, s'il vous plaît. Ceux qui nous écoutent en courant, ou qui nous écoutent le week-end, je pense à Brice, qui m'a envoyé un message l'autre jour pour me dire « Je vous écoute en courant ». Merci à tous ceux qui le font. Mais donc c'est exclusivement dans les commentaires YouTube. Donc, la question de la semaine, c'est Google attaque l'iPhone avec le Pixel 8, virgule. Pensez-vous qu'Apple devrait répondre en lançant son propre moteur de recherche ? Point d'interrogation. Et c'est intéressant parce que c'est lié à ce qui risque de se passer. Apple risquerait de se retrouver sans le moteur de recherche en donc il y a plein de subtilités dans cette question. Christophe, la réponse est à vous. C'est une rumeur récurrente qu'Apple préparait un moteur de recherche... et que pour l'instant, s'il reste dans les cartons, c'est parce que le référencement Google a rapporté énormément d'argent à Apple. Je donne juste un tu ne peux pas laisser parler un petit peu Christophe? Non, je donne ce pinpoint, après il dira ce qu'il veut. Il va dire que des choses intéressantes après, et je lui laisse la chose intéressante. Retournez, allez. Ce matin, j'avais mon partner in crime, Warit, que tu connais bien, et qui me disait, pour 400 millions de dollars, on arrive aujourd'hui avec de l'IA à faire une photographie de l'équivalent de ce que Google a en mémoire. Qui était inconcevable pour les concurrents potentiels de Google auparavant. Moi, je dis c'est ridicule. Alors, il me dit oui, mais c'est qu'un snapshot. J'ai dit ok, mais je trouve ça ridicule. Tu imagines combien Google a mis de milliards pour arriver au niveau... Et d'années, pour arriver 25 ans, pour arriver au niveau de qualité qu'il a aujourd'hui. Donc, je me disais, peut-être que finalement... Il y a de la place. Apple pourrait être avantagé par l'amélioration de la technologie. Christophe, ton avis pour aider un petit peu nos followers sur YouTube, nos viewers sur YouTube à répondre, est-ce que tu crois à cette rumeur récurrente qu'Apple préparait un moteur de recherche? Je pense que même une société comme Apple doit quand même faire le choix de ses batailles, première chose. La deuxième chose, c'est que la bataille du moteur de recherche, c'est quelque chose qui date de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va plus vers une consommation et une recherche d'informations au travers des intelligences artificielles. Ouais, donc tu penses que les usages vont évoluer, tu es d'accord avec cette fine analyse de notre ami Christophe? Je suis d'accord avec sa fine analyse et je pense qu'effectivement, une bataille après l'autre. Bon, allez, je pense qu'on a été... J'aime énormément Tanguy, il faut le réaliser. Il faut qu'il revienne, il est chez lui maintenant dans cette émission. On va essayer de le picoser un peu plus au Mac notamment. On passe à vos coups de cœur. Et les coups de cœur, on reste avec toi Christophe. Alors, moi, de mon côté, les coups de cœur, s'ajoutent en plus. C'est spéciaux. Voilà, des effets spéciaux. C'était la boutique ORLM. Tu en as déjà parlé, Olivier, mais je pense que c'est vraiment, vraiment super important. On parlait des revenus YouTube, etc., qui diminuent. Enfin, Laurent en parlait. On ne va pas compter là-dessus, c'est clair. Si vous voulez pousser vos créateurs de contenu, si vous appréciez des contenus, il faut faire en sorte de valoriser ça et de les supporter. Et c'est vraiment très sympa de pouvoir le faire au travers d'une boutique parce que tout simplement, ça va être possible en fait de s'acheter des trucs sympas qu'on va pouvoir utiliser au jour le jour. Voilà, là on le voit peut-être pas très bien. Ouais. Très bien. Le mug de On refait la pop. On a des nouveaux designs au niveau de On refait la pop, autour de la dictée magique, autour de le ou la Game Boy. La Game Boy, je suis désolé, c'est la Game Boy. Je demande un droit de réponse par rapport à ça. Et donc en fait voilà, il y avait la boutique ORLM, je voulais en parler. Et puis c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est tout simplement que j'ai été invité le 28 octobre à 10h
du côté de Paris, à Savigny-sur-Orge, par Pinball Mag, qui m'a invité en tant qu'animateur On refait la pop, pour un événement flipper autour de la sortie d'un flipper qui s'appelle Venom. Si vous connaissez Spider-Man, vous connaissez Venom également. Et ce sera l'opportunité de pouvoir se voir en vrai, de pouvoir partager un petit peu autour de On refait la pop, autour de On refait le Mac, de toutes ces émissions qu'on anime toutes les semaines. Super. Merci à tous. Super, merci Christophe. Laurent, de ton côté, ton coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur que j'ai déjà choisi, mais dans une autre langue. Donc en fait, il y a 2 ans, jour pour jour quasiment, nous avions interviewé Tony Fadel, qui était venu sur le plateau. Tony Fadel, qui est donc Tony Fadel, c'est un personnage qui a travaillé autour de 3 petits produits. Il a travaillé autour de plein de produits. Il a conçu plein de produits, mais il en a fait 3 petits produits emblématiques. Qui a un peu marché. Le premier, c'est l'iPhone. Le premier, c'est l'iPod, pardon. Le deuxième, c'est l'iPod. Et le troisième, qui l'a rendu milliardaire, c'est le thermostat Nest. Et donc, il m'a dit vendu à Google. La boucle est bouclée. Voilà, un super coup de cœur. Mais donc, je comprends pas d'ailleurs qu'Apple n'ait pas acheté le thermostat Nest. Mais je comprends pas pourquoi ils ont viré Tony Fadel, surtout. Mais c'est compliqué l'histoire avec Fadel. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans la bio de Steve Jobs. On comprend. Mais c'est marrant parce que mon téléphone m'a renvoyé une photo de Tony en train de signer mon thermostat Nest. Et donc, je dis, mais il avait aussi signé mon thermostat. J'avais oublié que j'avais pris. Donc, mon thermostat, quand tu les déboîtes derrière, il y a la signature de Tony Fadel. C'est indispensable. Et donc, en fait, mon coup de cœur, c'est son livre qui s'appelle Build, qui est fantastique. C'est une approche non orthodoxe de la création d'entreprise, de la génération de produits, tout ça. C'est assez agréable à lire. Franchement, c'est assez agréable à lire. Je l'ai lu en anglais. Je l'ai réécouté en anglais en livre lu. Et il vient de sortir aux éditions Erol en français. Enfin. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais j'ai découvert qu'il existait en français. Et donc, en fait, je trouve que ceux qui n'ont pas eu le courage de se dire, j'ai pas envie de me palucher un livre en anglais, d'une part, ou avec une couverture rigide, chose que je déteste dans les livres anglais, elle existe en couverture souple chez Erol et en français. Donc, je vous le recommande. Voilà mon coup de cœur. Build aux éditions Erol de notre ami Tony Fadel. Un beau cadeau à poser au pied du sapin. De ton côté, mon cher Tanguy. Alors moi, j'ai un coup de cœur un peu particulier, mais c'est vraiment... c'est l'année vidéoludique 2023, c'est-à-dire en termes de jeux vidéo. J'ai jamais vu une année en termes de jeux vidéo aussi dense et avec autant de... Enfin, j'ai jamais aussi peu dormi, alors que je dors déjà. On va être les petites cernes aujourd'hui. Je dors très peu à la base, je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais alors cette année, on se rappelle même pas les jeux qui sont sortis en début d'année qui étaient pour moi des petites pépites, alors qu'on n'a toujours pas fini l'année et tellement il y en a eu. Et Noël arrive. Et Noël arrive. Enfin, c'est n'importe quoi cette année, d'un point de vue des jeux vidéo, de Hogwarts Legacy en passant par Dead Island 2, comment s'appelle le jeu que je joue récemment, Lords of the Fallen, pardon. Il y avait Robocop, il y en a Robocop tout un qui tas, va sortir là en novembre, ça a l'air bien d'ailleurs, je suis assez surpris. Enfin, il y a plein de jeux. Starfield, Zelda Tears of the Kingdom, enfin, il y a plein de jeux vidéo cette année. Cette frénésie de sortie de qualité. Alors, en fait, c'est parce que Sony, ils sont dans leur rythme habituel. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. Microsoft, par contre, ça faisait des années qu'ils avaient racheté des studios, notamment Bethesda. Il y avait des jeux qui étaient en gestation. Et là, cette année, tu as le Forza qui sort enfin. Là, tu as Starfield qui est un gros jeu, même si ça peut décevoir certains, mais en tout cas, qui était très attendu. Et puis Nintendo, pareil, il y a le Zelda. Un Zelda, ça sort un gros Zelda tous les 6 ans. Ouais. Et puis, en plus, le monde du PC, jeux vidéo, moi, j'adore ça. Sony qui sort ses jeux sur PC. Microsoft, ça a toujours été le cas. Enfin bref, on vit une année vidéoludique assez dingue. Et surtout, dernier point, c'est que le crossplay se démocratise d'autant plus, donc les joueurs peuvent jouer entre eux. Et moi, plus il y a de joueurs, donc j'ai hâte que les jeux avec Metal et tout arrivent sur Mac, parce que plus il y a de gens qui jouent, et plus je suis heureux, et plus il y a de jeux qui sortent. Voilà, ça fait quelques années qu'Apple jure la main sur le cœur qu'ils vont s'y mettre et pousser à fond les jeux. Ils y reviennent cette année puisqu'ils parlent de jeux triple play sur la plateforme Apple en général. Et tu reviendras lorsqu'on parlera de jeux vidéo. Absolument, avec grand plaisir. De mon côté, regardez, mon coup de cœur, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est à votre avis si je le mets à l'endroit? Qu'est-ce que c'est ce petit cube? C'est un repose-mug. Ça s'appelle le X-Cube Pro. C'est Extreme Mac qui fait ça. Ça ressemble à une alimentation de Mac. D'ailleurs, c'est une alimentation de Mac en plus compacte. Mais c'est surtout plus puissant qu'une alimentation standard parce qu'elle fait 130 watts, beaucoup plus que celle d'Apple. Mais elle cache également un hub qu'on pose sur le bureau. Et derrière, on a des prises USB, USB-C, des prises USB-A devant en façade, de l'Ethernet gigabit, de la HDMI. Et en clair, vous avez un petit chargeur plus compact que celui d'Apple et en plus qui fait hub, que vous pouvez amener partout et ça coûte 150 €. C'est Extreme Mac qui fait ça. Ça s'appelle, j'ai déjà oublié le nom, le
X Cube Pro et vous le trouvez sur le site bien sûr d'Extremac. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà les amis, merci pour cette émission passionnante. Merci pour plus d'1 heure et demie de discussion tech autour de l'iPhone et des pixels de Google. C'est la fin de ce 492e épisode dont on fait le Mac. Déjà, merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 15 jours. On va voir parce que c'est les vacances la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, n'oubliez pas, très important, bien sûr, comme chaque semaine, de cliquer pour être prévenu en temps réel sur le petit bouton, vous abonner. Et puis, vous cliquez sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Tanguy, on te retrouve très vite sur les numériques. Absolument. Et tu reviens nous voir prochainement. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup, plaisir partagé. À bientôt Christophe, à bientôt Laurent. On se retrouve très vite, allez, certainement dans 15 jours. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao.